Trump et son administration essaient de créer un climat de peur où ce qu'ils appellent liberté d'expression ne concerne finalement que ceux avec quoi ils sont d'accord et pas le reste. On t'a déjà demandé de te taire? Quand c'est facile de dire la vérité, ça compte pas tant que ça en fait. Mais quand tu ressens la peur des représailles, quand tu ressens de l'oppression, etc., c'est justement à ce moment-là que c'est d'autant plus important de le faire. En fait, c'est exactement ça, la liberté d'expression. L'IA est la plus grande technologie d'apprentissage de l'histoire. C'est mieux que le livre, parce que quand le modèle va passer au moins 10 minutes à calculer la réponse, c'est l'équivalent de ce qu'un humain pourrait faire en 1 mois de recherche, en étant dans une bibliothèque. Les gens qui donnent leur avis sur l'IA sans jamais l'avoir utilisé, comment tu peux te considérer crédible? Tu peux être très intelligent et ça fonctionne pas. Et quand tu vas à une rencontre avec le président français Macron, Une des raisons qui explique pourquoi je suis ici, c'est de savoir comment je peux aider la France. Comment aider l'industrie de la tech française, l'industrie IA française. et lui alors, est-ce que lui sait comment ça s'utilise, comment ça fonctionne et ce qui va se passer avec ça? Je dirais qu'à la décharge de Macron, et d'après mon expérience avec les dirigeants mondiaux, en fait, je dirais que c'est celui qui est le plus compétent et le plus réfléchi, et sans doute l'un des plus au fait concernant l'intelligence artificielle, comparé D'accord. à chaque dirigeant mondial à qui j'ai parlé. Es-tu le messager de la Silicon Valley? Je suis un messager de l'optimisme. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Alors, si j'ai bien compris, tu as eu 2 rendez-vous à Paris, un qui était à l'Élysée et un autre au studio de génération Do It Yourself. Donc, c'est plutôt cool. Oui, exactement. Enfin, c'était les 2 rendez-vous importants. Tu vois, Reed, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était quand il y a environ 7 mois. Et quand je repensais à ça en écoutant ce qu'on disait, c'était pendant le sommet sur l'IA. Ouais. Je me suis dit, waouh, ces 7 mois qui viennent de passer, on dirait 7 ans. ou plus longtemps. Oui. Oui, c'est fou. Tant de choses se sont passées. Je pense à l'IA, à la politique. C'est carrément un autre monde. Donc j'ai envie de parler de tous ces sujets. Et puis, j'ai aussi découvert plein de choses sur toi, dans ton podcast et ta chaîne YouTube. Donc il y a tellement de sujets que je veux aborder. Mais tout d'abord, je veux bien comprendre. Tu vas bientôt sortir ton contenu en français. Oui, exactement. Un des trucs qu'on a découvert avec la révolution de l'IA, et c'est aussi ce qu'on fait avec Super Agency, avec le livre et tout le reste, et avec le podcast Possible et Reed Riffs, c'est que l'IA, en fait, elle permet de renforcer la connexion humaine. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'on pourrait sortir Reed Riffs en français grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, on s'assure que des humains vérifient que la traduction est bien correcte, etc. Et donc, pour la toute première version, certains de nos amis français nous ont dit « ça sonne un petit peu canadien ». Et nous, on s'est dit « ok, on va corriger ça ». Parfois, ça arrive, oui. Donc, on va corriger ça et ça. Et donc, tu vois, à la fin du mois d'octobre, ça sera publié chaque semaine. Ce sera Harry et moi qui parlerons en français. On parlera en français via l'audio d'Eleven Labs. Ce sera uniquement au format audio et le contenu sera le même que ce qu'on fait dans le reste du monde. Mais dans l'idée de montrer comment l'IA peut créer une forme de connexion humaine, tu vois, parce que les gens, en fait, se sentent toujours plus proches des choses dans leur langue maternelle. Alors, on s'est dit, ok, c'est vraiment l'occasion pour nous de montrer que l'intelligence artificielle peut faire ça. C'est super intéressant. Et ce sera aussi sur possible.fm/readriffs. Donc ouais, ta Reed Riffs, c'est Possible. C'est la même chose. Tout est sur ta chaîne YouTube. Oui. Au début, je pensais que ça serait peut-être pas sur ta chaîne YouTube, mais Non, c'est l'audio seulement. Évidemment, avec Read AI, on finira par avoir ma version vidéo, tu vois, puisque Read AI parle aussi français. Mais bon, comme je parle déjà un petit peu moi-même, alors, quelle est la différence entre Reed Riff et Possible? Reed Riffs fonctionne sur Possible, mais c'est Harry qui m'interviewe surtout, que ce soit un mélange de réflexion sur certains de nos épisodes, tu sais, que ce soit Stephen Colbert ou Trevor Noah ou autre. Bill Gates aussi. Bill Gates, oui, exactement. Et donc, on a parfois aussi des questions du jour, tu vois. On voit ça se passer avec les visas H1B, on voit ça avec DeepSeek comme modèle ou autre. Et donc, quand j'interviewe, je cherche à capturer la magie de l'autre personne. Je ne cherche pas à y mettre mon propre point de vue. Là, je peux dire, bon, et voilà ce que moi, j'en pense. Très intéressant. Et t'avais en fait déjà Masters of Scale avant le podcast, non? Oui, il tourne toujours aussi. Et j'y vais encore de temps en temps. En fait, j'ai aidé à le lancer pendant plusieurs années. Il sert principalement à montrer comment développer l'entrepreneuriat. Et on fait le sommet dans quelques semaines à San Francisco. Et on fait ça parce que, tu vois, je veux que le plus de gens possible en profitent, surtout à travers l'Europe, avec les leçons de la Silicon Valley sur comment créer des technologies, comment construire les entreprises technologiques du futur. Et un des trucs, c'est que ta technologie, elle ne compte vraiment que quand tu atteins une certaine échelle. Et donc cet objectif, cette ambition d'atteindre une échelle globale, c'est la seule chose qui la motive, vraiment. Pourquoi est-ce que ça compte que quand on peut l'étendre? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, l'impact, c'est le nombre de personnes touchées et la profondeur de l'impact dans le temps. Donc, c'est X fois Y fois Z. Voilà ton impact.
impact. Deuxièmement, l'économie de l'industrie technologique. En général, construire une technologie coûte cher. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du coût de l'entraînement d'un système d'intelligence artificielle. Mais d'ailleurs, au passage, ils se prennent trop la tête avec ça. Même si imaginons que ça te coûte 60 milliards pour construire un ordinateur et qu'entraîner ton intelligence artificielle te coûte 1 ou 2 milliards de dollars de plus, eh bien, tu auras un logiciel qui, même s'il n'améliore que d'1% les compétences de chaque personne dans tous les secteurs du monde, ça rapporte énormément, tu vois, même moins que ça. Et donc, cette échelle-là, quand tu construis la technologie et que tu peux vraiment investir dedans, ça compte énormément. Et c'est en partie pour ça que dans le podcast Masters of Scale ou dans le livre Blitzscaling, c'est en partie pour ça que quand on essaye de faire imaginer aux gens ce qui est positivement possible, il faut qu'ils l'imaginent à grande échelle. Intéressant. En fait, quand tu disais tout à l'heure élargir ou montrer ce qui se passe dans la Silicon Valley et comment ça se passe, eh bien, moi, la semaine dernière, je parlais avec un ami à moi, en fait, pour la deuxième fois comme toi, mais ça lui a probablement pris 3 ans avant de revenir sur Génération Do It Yourself. C'est Grégoire Gambato. Et donc, lui, c'est un entrepreneur français. Il est parti dans la vallée et il nous disait, je veux dire, la différence entre la vallée et le reste du monde est folle. T'es d'accord avec ça? Alors oui, même s'il y a une petite exception pour la Chine, donc les deux endroits qui comprennent le mieux le blitzscaling dans le monde, ce sont la Silicon Valley et la Chine. Et c'est en partie pour ça que je viens vous voir, ici en Europe, pour essayer de vous aider. Parce qu'on veut les valeurs européennes, l'ingéniosité européenne, la créativité européenne. En fait, il y a énormément de talents et de cerveaux à déployer ici, mais pour ça, il faut savoir comment construire les entreprises, comment les construire à grande échelle. Et dans la Silicon Valley, c'est toujours une leçon sur la vitesse, l'échelle et le split scaling. Et la plupart des gens, en dehors de la vallée, sauf en Chine, ne comprennent tout simplement pas à quel point ce jeu est intense et rapide. Ils se disent « Attends, tu construis un ordinateur qui coûte 60 milliards de dollars et tu ne sais même pas encore quel business model tu vas complètement utiliser pour ça. Est-ce que tu ne serais pas un peu fou ?» C'est ce que les gens disent d'habitude. Et la réponse, c'est non, on sait comment ces jeux fonctionnent. Et on a assez, genre, tous ceux qui pensent qu'il n'y aura pas beaucoup de business models intéressants avec l'IA manquent simplement de connaissances et d'imagination. Ça va clairement arriver. Ça a marché avec Google et aussi avec Facebook et Instagram. Ça a marché d'une manière ou d'une autre avec LinkedIn. Au début, on ne savait pas comment le monétiser, hein. Et ça va marcher avec, Oui, avec OpenAI et le reste. oui. Et il faut continuer comme ça avec toutes ces entreprises Internet, toutes ces boîtes de logiciels. C'est comme ça que ça marche. Bon, peut-être que je pourrais avoir des centaines ou des milliers d'exemples où ça n'a pas marché. Oui, c'est sûr. Certains échouent. C'est la nature du business. Une majorité? Oui, c'est la nature de l'entrepreneuriat. Mhm. Mais d'un autre côté, si tu crées des entreprises où, disons que par exemple, si tu prends Google, eh bien Google a au moins 7 produits qui ont chacun plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par jour. 7 produits? Oui, D'accord. avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens chacun. Donc je pense à leur messagerie, Gmail, Oui. Google évidemment. Il y a quoi d'autre? YouTube? YouTube, oui, absolument. Oui, et ça continue encore. Il y en a plein. Bien sûr. Oui, et aussi, je me demandais... Non, en fait, les services de cloud n'en font pas partie. D'accord? Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Eh bien alors, déjà, tu as YouTube. Et je ne pense pas que Google Docs en fasse partie. Oh oui, mais aussi... Mais Drive, je pense que ça en fait partie. Android, Ah oui, Android, absolument. c'est ça. Mais peu importe, juste... Oui, ça en fait pas mal. Oui. Oui, t'as raison. Ouais. Très intéressant. Et donc toi, quand tu dis « nous voulons aider l'Europe à faire ça », Oui. Qui est le « nous » ? Et d'ailleurs, Google n'existait pas en 90. Ouais. D'accord? Donc c'est la rapidité mise à l'échelle, genre. C'est ça le truc. Ouais, et même, je me souviens, en 2000, je veux dire, l'an 2000, Ouais. C'était très petit. C'était genre, je veux dire, on était tous sur Yahoo et Oui. je veux dire, on n'aurait jamais cru que ça marcherait un jour. C'est intéressant. Et maintenant, c'est un peu challengé aussi par l'IA, au moins pour la partie recherche. Ouais, eh bien ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se disent « Oh, tu sais, Google est dans une position dominante. Ils n'ont pas de concurrence. » Mais les nouvelles vagues technologiques en créent de la concurrence. Par exemple, tous ceux qui commencent à utiliser ChatGPT, Copilot, Anthropic et même Gemini chez Google, ils utilisent moins la recherche. Mhm. Parce que c'est parfait. Je veux dire, je l'ai constaté moi-même. Par exemple, avant, quand je commençais à réfléchir à quelque chose ou que j'avais une nouvelle idée à explorer, je faisais une recherche. Eh bien maintenant, je commence très rarement par une recherche, peut-être 5 ou 10% des fois. Oui.
Donc, est-ce que je commence avec Google ou avec autre chose? En fait, maintenant, je commence presque toujours avec ChatGPT, avec Claude ou un autre. Et je fais ça parce que je me dis, OK, j'ai eu cette idée. Voyons comment lancer le prompt. En gros, je pense d'abord en termes de prompt pour commencer ma réflexion. Ouais, très intéressant. Je ne me souviens plus, tu as des enfants? Non. Non? D'accord. Donc je parlais à ma fille hier et elle travaillait sur, ses comment on dit? Elle travaillait sur ses, devoirs, tu sais, avec un ami et moi elle faisait ses recherches sur ChatGPT beaucoup trop vite. Je veux dire, elle faisait vraiment son boulot avec ChatGPT et je me suis dit: «Je pense que tu devrais d'abord essayer de chercher par toi-même, récupérer tous les éléments et peut-être réfléchir un peu après». Ouais, mais ça, c'est un autre malentendu sur l'IA. Après le modèle économique, l'énergie et le climat, vient l'éducation. Pendant cette période de transition, tant que profs et évaluation ne savent pas l'utiliser, c'est plus simple de la laisser penser à notre place. On est tous un peu feignants. Mmh. On se dit, je peux créer ça sans avoir besoin d'y penser, alors que l'IA est la plus grande technologie d'apprentissage de l'histoire. Totalement. C'est mieux que le livre. Bon, évidemment, il a fallu le livre pour en arriver là. Donc la vraie question, c'est comment tu finis par réfléchir? Par exemple, avec un agent IA, si tu mets juste dans le prompt un méta-prompt du genre « Ne me donne pas la réponse, fais-moi cheminer vers la réponse », alors d'un coup, tu as le meilleur tuteur interactif possible, dispo 24 heures sur 24. Et ça vaut pour tout le monde, que tu aies 2 ans ou 70, peu importe. Et donc, c'est une partie de comment la réflexion se passe. Et en fait, j'ai remarqué que ça rend ma réflexion plus nette pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai une idée, et là je me dis, ah oui, j'ai oublié 1, 2 et 3 points que je pourrais faire. Mais j'utilise aussi l'IA pour critiquer mes idées. Oui. Donc je lui dis, j'ai cette idée de blitzscaling. Et comment, en fait, les entreprises, les industries et les pays qui finissent par définir le futur technologique des sociétés et même de l'humanité sont ceux qui parviennent à se développer en premier, à déployer cette croissance et à faire fonctionner ce modèle économique de développement rapide. Alors je peux aller voir l'intelligence artificielle et dire « critique cette idée, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui cloche dans cette idée? Quels sont les contre-exemples ?» Et ainsi de suite. Et ça peut rendre ta réflexion meilleure. Et alors, quelle technique, quelle méthode tu nous conseillerais pour y arriver? Je veux dire, comment tu fais concrètement? Oh, c'est très simple. Je mets mon truc dedans. Par exemple, quand j'écrivais Super Agency, Mmh. en fait, je mettais le chapitre et je lui disais « Ok, critique ça ». Et au passage, je veux ajouter que tu peux même être précis. Critique ça comme le ferait un historien de la technologie spécialiste de ce domaine. Mmh. Critique-le d'un point de vue global, critique-le comme si... Enfin, il y a plein d'exemples. Ouais, genre comme si tu étais un cadre supérieur de haut niveau chez Boston Consulting Group? Oui. D'accord, ouais. Critique-le comme les gens le critiqueraient dans la Silicon Valley, tu vois. Quelles seraient les critiques? Et ensuite, tu peux écouter tout ça, décider lesquelles retenir, les lire, les écouter et décider lesquelles inclure, tu vois. Et ça rend ta propre réflexion plus précise. Très intéressant. Tu as changé tes paramètres dans ChatGPT? La manière dont tu veux qu'il te parle, non? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui, voilà. Une partie du truc, par exemple, c'est que parfois, pendant 2 ou 3 semaines, on disait « Oh, c'est trop flatteur, c'est trop lèche-bot ». Eh bien, tu peux simplement ajouter dans ton prompt un des méta-prompts classiques, soit brutalement honnête. Oui, j'ai fait ça. Et si tu mets soit brutalement honnête, alors d'un coup, ça n'est plus aussi flatteur. Non, oui, oui, je sais. Donc c'est un choix. Ouais. Salut Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Non, je ne veux pas ça. Ouais, pas de smiley et pas de... Oui. Ouais, intéressant. Et donc, quand est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Combien de temps, combien de fois tu l'utilises? Je veux dire, Alors, je dirais que j'utilise les chatbots peut-être une vingtaine de fois par jour et je fais des recherches approfondies, au moins 5 à 10 fois. Et si les gens n'ont pas encore exploré la fonction Deep Research, ils devraient vraiment essayer. C'est l'une de celles qui te donne des sources, des études sur tout le web. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que le modèle ne va pas halluciner ou ne va pas faire d'erreurs. mmh Tout comme les humains, évidemment. Mais tu vois, celui-là, en plus, te donne une réponse en 10 minutes. Et au passage, un autre truc avec le prompting, c'est que tu peux lui donner un truc et tu demandes juste « améliore ça ». Et tu peux littéralement obtenir une réponse que tu peux ensuite demander d'améliorer. Et ensuite, il te renvoie une autre version où il se critique lui-même pour l'améliorer encore. Et donc, je fais ça moi aussi. Mais tu sais, c'est un peu comme quand je prenais la voiture pour venir ici. mmh. Et depuis mon hôtel, c'est dans ce genre de moment que je sors mon ordi et je me dis « Ah, alors je pensais à ça, voyons ça ». Et puis je lance la requête de recherche approfondie. Et en fait, ensuite, tu sais, pour la recherche approfondie, j'utilise presque toujours le mode Think Long parce que ce que je veux,
presque tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux lire. En fait, je veux la réponse la plus détaillée possible. Donc c'est genre, c'est le mode de réflexion dans GPT-5 et la réflexion profonde dans Gemini. Et c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, alors, en fait, je dirais qu'au moins c'est jamais pire. Et parfois, eh bien, ça va être le même genre de réponse. Mais d'un autre côté, quand c'est mieux, c'est important de le remarquer. Et en fait, je dirais que c'est souvent mieux, parce que quand le modèle va passer au moins 10 minutes à calculer la réponse, c'est un peu l'équivalent de ce qu'un humain pourrait faire en 1 mois de recherche, en étant dans une bibliothèque, par exemple, tu vois? C'est fou. Ouais. Alors, quels sont tes constats les plus importants, les plus fascinants récemment avec l'intelligence artificielle dans ton propre travail, je dirais? Dans mon propre travail. Alors, il y a tout un tas de choses. L'assistance au codage. Mhm. On va sans doute aborder ça. Tu codes encore? Non, non. Non, d'accord. C'est en termes de ce qui se passe dans le domaine. Et bon, tu vois, même si je ne l'ai pas encore fait, c'est sur ma liste pour mes prochaines vacances à Thanksgiving ou à Noël, de faire un peu de vibe coding. Parce que je pense que tout le monde devrait essayer de le faire. Je pense que pour réellement voir et comprendre mieux le futur, il faut s'y impliquer, il faut interagir avec lui. Je te suis à 100%. 100%, ouais. Donc, les gens qui donnent leur avis sur l'IA sans jamais l'avoir utilisé, t'es là genre. Comment tu peux te considérer crédible, exactement? Pas vrai? Ils disent souvent « je suis intelligent ». Bon, oui, d'accord, t'es intelligent. Mais c'est comme un mec à cheval qui critique les voitures sans jamais être monté dedans. Ouais. Tu peux être très intelligent et ça fonctionne pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y a ce genre d'énorme accélération dans la programmation en ce moment. Donc je me dis, bon, ok, je dois y aller. Tu vois, je n'ai pas codé depuis quelques décennies, mais je dois faire un peu de vibe coding et d'autres trucs comme ça. Mais pour mon travail perso, eh bien, ce sera souvent des choses du genre, j'ai une idée. Et donc, cette idée, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut aller de l'art à la psychologie, au business et à l'entrepreneuriat, au déploiement de technologies. Tu sais, par exemple, une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est, en fait, la semaine dernière, j'ai passé quelques jours à New York. C'est en partie parce que, en fait, tu vois, c'est que, comme tu le sais, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Manas AI, Ouais. qui essaie d'accélérer la création de médicaments pour soigner le cancer. Et donc, j'ai passé du temps avec eux à réfléchir un peu, genre, OK, quelle technique pourrait-on utiliser? Et au passage, l'IA est utile pour mieux comprendre des trucs du genre, lesquels de ces techniques de modèles ont déjà été déployées dans l'industrie pour comprendre les substrats biologiques, quel type de cible pour le cancer, quel type de biologique pourrait réellement faire une différence pour le cancer. Et aussi, quelles sont les technologies de pointe dans la création de petites molécules. Et évidemment, tu parles aussi à des experts, mais d'un autre côté, tu vas quand même demander, OK, qu'est-ce qui a été publié ou écrit dans chaque revue scientifique au cours du dernier mois? Mhm. Mhm. Et c'est vraiment efficace? Oui, très efficace. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, tu peux demander quelque chose comme, par exemple, une requête que j'ai faite la semaine dernière. J'ai demandé, au cours du dernier mois, quels sont tous les articles les plus pertinents dans les revues scientifiques Fantastique. concernant l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle afin de mieux comprendre, tu sais, les maladies et les thérapies médicamenteuses, par exemple. En n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays? Oui, parce qu'en fait, la traduction, il suffit de l'insérer. Oui. Et ça revient à la question de l'apprentissage. Par exemple, la plupart des gens ne comprennent absolument rien à l'informatique quantique, tu vois? Ils ne comprennent même pas la mécanique quantique. Eh bien, si tu vas littéralement voir un agent et que tu dis « explique-moi », ou n'importe quel agent de pointe, « explique-moi la mécanique quantique comme si j'avais 12 ans », il le fera. Ensuite, tu peux dire « explique-moi la mécanique quantique comme si j'avais 18 ans », et il le fera aussi. Explique-le comme si j'étais professeur, il fera ça aussi. Et au passage, regarder la suite des explications t'aide ensuite à apprendre et à comprendre. Genre, une demi-heure après, tu seras probablement l'un des meilleurs experts au monde. Peut-être pas à ce point-là, mais au moins, là, tu comprendras vraiment le concept, pas juste le mot. Et quand tu vas à une rencontre avec le président français Macron, Oui, ma réunion de préparation pour notre podcast, tu veux dire? ouais, exactement. Est-ce que tu prépares ça avec l'intelligence artificielle? Et est-ce que tu le digères après avec l'intelligence artificielle? Tu utilises un peu ces technologies? Alors oui, je l'utiliserai sûrement pour la partie de préparation. Par exemple, tu sais, une des raisons qui explique pourquoi je suis ici et pourquoi Macron m'a demandé de le rencontrer, en fait, c'est de savoir comment je peux aider la France. Tu vois, comment aider l'industrie de la tech française, l'industrie IA française. Et donc, ce que j'ai fait hier soir, après être arrivé à Paris juste à temps pour le dîner, c'est que je me suis dit, OK, donne-moi l'état actuel des entreprises d'intelligence artificielle, Mistral, etc. Quel est le dialogue en cours ici? Parce que ça me donne une idée de l'environnement dans lequel j'arrive et comment donner des conseils. Et donc, je fais ça. Maintenant, souvent, quand j'ai des réunions,
je les enregistre et j'utilise l'IA pour faire un débrief. Mais évidemment, enregistrer une discussion avec le président, c'est, tu vois, peut-être pas, c'est pas trop possible. Donc ça se produira pas dans ce cas particulier. Et lui alors? Donc en fait, tu vois, c'est parce que je me dis, que toi, par exemple, tu dis que tu l'utilises environ 20 fois par jour, mais j'imagine que la plupart de ces personnes-là, enfin, tu vois, en général, ces personnes n'écrivent même plus d'emails et en fait, elles n'utilisent plus vraiment ce genre de technologie. Je veux dire, ils font sans doute une recherche rapide, mais est-ce qu'ils savent vraiment? Est-ce que lui sait comment ça s'utilise, comment ça fonctionne et ce qui va se passer avec ça? Eh bien, Parce que, tu vois, bon, il y a aussi beaucoup de choses confidentielles et cetera. Donc bon, oui, je vois. Alors, je dirais qu'à la décharge de Macron, et d'après mon expérience avec les dirigeants mondiaux, en fait, je dirais que c'est celui qui est le plus compétent et le plus réfléchi et sans doute l'un des plus au fait concernant l'intelligence artificielle, comparé d'accord. à chaque dirigeant mondial à qui j'ai parlé. Vraiment? À ce sujet, oui, il s'y intéresse depuis des années. Je l'ai rencontré pour la première fois quand il était encore ministre, avant d'être président, quand il est venu dans la Silicon Valley pour comprendre. Il était curieux, il voulait savoir comment aider la France et apprendre d'ici pour faire progresser la France. Donc ce n'est pas juste une façade comme beaucoup de politiques? Non, exactement. D'accord. Et, en fait, je crois bien qu'il y a même quelque part un selfie que Macron a pris de nous deux, à l'époque où il était ministre et qu'il visitait la Silicon Valley. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours cette approche. Quand quelqu'un vient me voir en disant « je veux apprendre à aider mon pays », eh bien, quand j'aime ce pays, j'essaie toujours d'aider. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, quand il est devenu président et qu'il m'a dit « comment je fais ça ?», j'ai répondu « écoute, tout le conseil que je peux te donner, tout ce que je peux faire, je le ferai ». Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire directement avec Macron, mais je l'ai fait avec au moins 4 de ses ministres. Et l'une des choses que je fais, c'est que je dis « bon, ouvrons l'ordinateur. Faisons un peu de sollicitation d'IA pour que je puisse vous montrer. » Maintenant, bien sûr, on ne le fait pas sur des choses confidentielles. Mmh. Donc, on ne le fait jamais sur des données confidentielles ou sensibles, mais tu peux commencer à montrer comment raisonner avec l'outil. Par exemple, disons que tu peux l'utiliser pour essayer de comprendre quelles sont les techniques actuelles utilisées par les entreprises de la Silicon Valley en intelligence artificielle et comprendre quels sont leurs coûts de calcul, comment elles intègrent les données et quels sont leurs modèles économiques. Et donc, j'ai commencé à leur montrer genre, voici comment vous pouvez faire la recherche approfondie. Et d'ailleurs, une partie consiste à faire une requête en 2 étapes, tu sais, une sorte de requête. D'abord, tu commences soit par la voix, il y a beaucoup d'utilisation de la voix pour ces choses. Oui, oui. D'abord, tu y vas à la voix ou en tapant, et tu écris en gros un paragraphe. Mais ce paragraphe, c'est une demande du genre « écris-moi le prompt de recherche approfondie que je pourrais ensuite lancer ». Et là, il te sort un prompt de 2 pages que tu lis, tu ajustes un peu, tu ajoutes 1 ou 2 idées. Ah tiens, bonne idée, ajoutons ce point-là. Puis tu le lances. C'est ce genre de processus que je montre aux gens. Comme ça, tu peux commencer à l'utiliser en profondeur et efficacement. Tu penses qu'il continue à l'utiliser ensuite, encore et C'est encore? sûr. Ouais? Oui, parce que tu peux le voir. Ils commencent à poser des questions. Ils disent « Hé, j'ai essayé ça et c'était pas terrible. » Genre « Comment tu gères ça ?» Et parfois la réponse c'est « Non, non pour ça, l'IA est pas encore vraiment bonne. Elle s'améliore chaque mois. » Et d'autres fois c'est plutôt « Non, ce qu'il faut faire c'est ça. » Par exemple, dire simplement « Critique mon idée », parfois c'est pas suffisant. C'est un peu trop générique. Par exemple, si je mets un de mes textes et que je dis « Critique cette idée », souvent l'IA va répondre un truc du genre « Beaucoup sont sceptiques vis-à-vis de la Silicon Valley. Donc ils risquent d'être sceptiques envers vous parce que vous en êtes le messager. » Et c'est là que je me dis, oui bon, je sais, là, ça ne m'aide vraiment pas du tout. Mais c'est la raison pour laquelle, quand j'écrivais Super Agency, je lui disais, critique-le du point de vue d'un historien de la technologie profondément connaisseur. Es-tu le messager de la Silicon Valley? Bon, je pense pas que quelqu'un soit vraiment le messager de la Silicon Valley. Par contre, je pense que moi, je suis un messager de l'optimisme, et c'est un optimisme rationnel. C'est pas de l'optimisme aveugle. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, de défis et d'autres trucs pendant qu'on avance. Mais c'est un... en fait, je dirais que c'est un message d'optimisme nécessaire. Parce que c'est la seule façon, disons que c'est la seule manière d'atteindre le futur que tu veux, c'est en le dirigeant, en prenant le cap vers celui-ci. Tu n'atteins pas le futur que tu veux en essayant juste d'éviter les futurs que tu ne veux pas. Mmh. En fait, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu comme si tu voulais planifier un trajet d'ici, de Paris à Lyon, et que tu te disais, bon, ok, je dois éliminer tout ce qui pourrait mal tourner avant de partir. Mais tu n'arriveras jamais à Lyon, tu vois? Donc, tu vois, c'est ce genre de choses. Et du coup, je suis une des voix de la Silicon Valley. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs, certaines avec lesquelles je ne suis pas d'accord, certaines fortement, et d'autres que je respecte, mais qui sont différentes de la mienne. On en parlera, je pense, quoi, c'est intéressant. Mais alors, avant ça, en fait, est-ce que tu es d'accord avec le fait que
avec le fait que si je dis que maintenant, en 2025, disons sur les champs de bataille, les armées utilisent l'intelligence artificielle pour planifier leurs attaques, leurs défenses, tous leurs plans, non? C'est vrai, hein? Eh bien, Avec Palantir et tout ça. eh bien, franchement, ils devraient le faire. Mais la plupart des armées, à part évidemment celles en Ukraine qui sont en conflit, mais la plupart des armées qui ne sont pas engagées dans une guerre se préparent plutôt à livrer la bataille du siècle dernier ou de la décennie passée. Et tu sais, si tu vas leur demander pourquoi vous n'utilisez pas ça, ils répondront confidentiel, hallucination. Mmh. Tu sais, c'est pas la façon dont nous sommes opérationnalisés. Et en fait, chaque organisation, que ce soit militaire, gouvernementale, une entreprise, etc., devrait explorer ça, apprendre à l'utiliser. Mais pour l'instant, je pense que l'endroit principal où c'est déployé, c'est probablement ce qu'on appelle le renseignement ou le renseignement de signaux, ce qui d'ailleurs est bien tant qu'il y a des humains dans la boucle. Parce que ma question aurait été, si tu avais dit oui, mais tu n'as pas dit exactement oui, tu ne penses pas que les gouvernements pourraient ou devraient utiliser l'intelligence artificielle pour gouverner? Tu sais, c'est un peu flippant, mais bon, ça pourrait être efficace quand même. Tu disais que 10 minutes équivalaient à 1 mois de travail. Là, en France, on a pas mal de problèmes. Enfin, c'est pareil un peu partout, on dirait. Mais donc, tu penses qu'ils utilisent l'IA ou alors personne dans les gouvernements ne l'utilise? Alors, c'est encore très limité. Une partie, c'est aussi que, tu sais, en fait, pendant la réunion de 2 heures que j'ai eue avec Macron, plein de sujets sont venus sur la table. Mais l'une des choses qu'il demandait, c'était comment je peux mieux aider les Français et quels sont les moyens d'utiliser l'intelligence artificielle comme service public. Et quelles sont les choses que je peux faire là-dedans. Et du coup, un des points que je lui ai signalé, c'est que certains petits pays ont commencé à faire des choses, du genre comment on utilise l'intelligence artificielle, disons, pour accélérer le processus d'autorisation. Par exemple, pour la construction ou autre, parce que souvent, ça prend des mois en fait. Et donc, tu vois, c'est des mois de rotation, plein d'efforts gaspillés. Et alors, tu peux faire les démarches d'autorisation en quelques heures ou en quelques jours. Mais là, tu ne te dis pas juste ah bon, on laisse l'intelligence artificielle faire ça, et on se pose, on boit un peu de vin rouge, etc. Mmh. Non, ce que tu fais, c'est regarde, l'IA s'en occupe, mais on a des points de contrôle humains. Oui. Tu as donc des humains qui vérifient. Mais par exemple, quand la demande d'autorisation arrive, il y a d'abord un cycle du genre OK, ça n'a pas besoin de ça, tu as besoin de cette information. Et donc, c'est une réglementation sur laquelle tu as des questions, blablabla, et tu fais le tour de la chose très vite. Ensuite, ça arrive au processus gouvernemental, où le gouvernement va faire une analyse, va comparer avec toutes ces données, puis va présenter le tout aux fonctionnaires. Ça fonctionnerait avec la justice. En fait, c'est possible. Mais encore une fois, il y a un humain dans la boucle. Oui, oui. Tu vois, c'est juste du traitement d'informations. C'est comme avoir un assistant, et c'est une bonne façon de voir ce genre de choses. Donc, je comprends que partout en dehors de la Silicon Valley, même aux États-Unis, et bien sûr encore plus ici, en Europe, ça puisse sembler un peu inquiétant pour certains. Mais en réalité, moi je trouve ça génial. Dans quelques années à peine, on ne fera plus aucun travail sans intelligence artificielle. On ne fera même pas ce podcast sans avoir des agents d'intelligence artificielle. Genre, on en déploiera Mmh. et on sera avec un groupe d'agents autour de nous. Et genre, toi et moi, on aurait une tablette ici qui dirait « Oh, n'oublie pas d'aborder ce point » ou pose à Reed cette question sur ce qu'il a fait. Et ce serait toujours nous qui ferions ça. Mais on travaillerait avec tout un ensemble d'agents pour nous assister dans notre manière de fonctionner. Pour l'améliorer. Mais tu sais quoi? Reed, j'ai lancé ce podcast il y a 7 ou 8 ans. Et la seule partie du podcast où on n'utilise pas encore beaucoup l'IA, c'est celle qu'on est en train de faire maintenant. Oui. Mais avant et après, Ouais. ça a tellement changé, genre, juste en l'espace d'1 an. Oui. 8 mois, 18 mois, 2 ans. Je veux dire, c'est dingue. La préparation. Et puis, juste après, dès qu'on a fini, on balance tout dans le cloud et on a la transcription. Et cette transcription va nous aider à couper, à faire les histoires, à réutiliser pour les réseaux sociaux. C'est incroyable. Oui. D'ailleurs, tout comme on le fait avec Readriff, Mhm. on met ça depuis Possible Podcast en français. Maintenant, tu peux passer à plein de langues. C'est encore une autre utilisation. Eh bien, tu seras traduit en français de toute façon. Oui, bien sûr. Oui, oui, C'est cool. Mais si ça fonctionne, Oui. dans chaque langue principale. chaque langue principale. Et pourquoi pas chaque langue mineure aussi. También, comme disent les Espagnols. Oui, oui, bien que ce soit aussi une langue majeure. Oui. En fait, c'est un peu flippant parce que, enfin, je pense que ça aiderait beaucoup. En fait, ça m'aide déjà énormément, je dois dire. Genre, en ce moment, je fais un énorme investissement de mon côté.
dans l'immobilier et on fait tout avec l'IA. Et donc, tu parlais tu vois, de permission. Et tu vois, je me disais peut-être que dans la justice, et puis je pense à plein d'endroits différents, mais en fait, ça me fait peur, ou plutôt, ça nous fait tous peur, à l'idée que, tu vois, genre une machine puisse décider des peines pour des humains. Et là, tu te dis: «Waouh, c'est flippant», tu vois? Mais aussi, peut-être que cette partie-là, ça se rapproche de la souveraineté. Je sais que tu es, disons, très branché souveraineté. Il se passe un gros truc en ce moment dans le monde, je dirais, et entre les États-Unis et l'Europe. En fait, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on s'est vus, on était très proche des Américains et maintenant, on l'est beaucoup moins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on ne se sent pas comme des ennemis, mais plutôt comme de vrais concurrents. Et peut-être que on l'a toujours été, mais que les pays européens ont été un peu naïfs là-dessus. Mais donc, toi, t'en penses quoi de cette situation? C'est quoi ton impression là-dessus? Eh bien, je pense que le monde est bien meilleur quand l'Europe et les États-Unis sont dans une alliance forte et quand ils maintiennent un dialogue intense et continu, etc. Parce que je pense qu'on a partagé énormément de choses à travers de nombreux siècles, enfin au moins 2 siècles. Mmh. En fait, mon pays a 250 ans et il y a tellement de choses dont nous pouvons apprendre les uns des autres. Et tu sais, la plupart des Américains ne le savent pas, mais bien sûr, la Révolution américaine a été grandement aidée par la France. Mmh. Donc en fait, c'était grâce à Lafayette. Et c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, récemment, j'ai aussi contribué à la création de ces bourses Lafayette. Probablement parce que c'était aussi contre, les Anglais? Oui aussi, Ça faisait partie du deal? oui c'est ça. OK. Je veux dire, littéralement, depuis la création des États-Unis, Oui. il y a toujours eu des alliances importantes, de l'aide, tu vois. Et d'ailleurs, il y a 250 ans, cette aide venait de la France vers nous. Pas vrai? Mmh. C'était une situation désespérée et une aide qui était vraiment essentielle. Donc, aujourd'hui, tu vois, je voudrais qu'on reste là-dessus. Je voudrais m'y tenir autant qu'on peut. Et tu sais, de temps en temps, je dois m'excuser pour mon pays moderne. Mmh. Parce que tu sais, ces problèmes sont en grande partie, en fait, je dirais que c'est vraiment à cause de nous et c'est à cause de la façon dont nous changeons, évoluons. Et aussi, disons que c'est à cause de la manière dont nous ne traitons pas nos amis et nos alliés aussi bien que nous devrions le faire. Et je pense que c'est, tu sais, quelque chose que je crois. En fait, c'est une période turbulente. Mais je reste optimiste sur le fait que nous essaierons de revenir à, disons, une relation qui serait plus productive et en fait aussi à une vraie amitié et une alliance. Mais c'est vrai qu'il y aura des remous dans ces eaux troubles. Et je pense sincèrement qu'en fait, franchement, quand une administration adopte des postures, menace de tarifs ou prend d'autres mesures, au lieu de travailler main dans la main avec ses partenaires, tu sais, c'est une réaction assez naturelle ici, on peut dire. Et donc, il me semble qu'on est assez nombreux dans le secteur de la tech aux États-Unis en ce moment à se dire, bon, en fait, on est clairement mieux, disons, quand on aborde ces questions avec une vision humaine, en prenant aussi en compte plusieurs sociétés Mmh. et qu'on collabore là-dessus. Et je pense que ça se maintient. Donc, malgré le fait que tu es, tu sais, plein de discours politiques un peu du genre, c'est l'Amérique avant tout, tu vois, il y a quand même beaucoup d'entre nous, Américains, qui aiment profondément les États-Unis, mais qui aiment tout autant les amitiés avec les pays européens et d'autres pays du monde. Est-ce que, l'expression «marcher sur des œufs» fonctionne en anglais? Oui, ça fonctionne. On a exactement cette expression, oui. Même si normalement, tu casses les œufs. Mais oui, ça fonctionne. Et donc, est-ce que tu marches sur des œufs? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que ça te fait peur d'en parler, ouvertement? Je veux dire, je me dis, qu'en fait, je pense pas que ce soit très français, ton côté, disons, tech bro. Enfin, tu fais partie de la mafia PayPal et tous ces gars-là, je veux dire, ceux du 4 septembre, au bureau ovale, attends, c'était à la Maison Blanche, en fait. Enfin, pour moi en tout cas, je sais pas pour toi, mais c'était super gênant. Et quand je les ai vus, je me suis dit genre: «Oh mon Dieu». Enfin, ils se comportent vraiment comme ça avec Donald Trump, mais en même temps, on dirait qu'ils n'ont pas le choix. Leurs boîtes sont trop grosses et s'ils ne font pas ça, il va s'en prendre à eux. Ouais. Et donc toi, comment tu le vis? Est-ce que tu peux peut-être casser quelques œufs? Eh bien, disons que Trump et son administration essaient de créer un climat de peur où ce qu'ils appellent liberté d'expression ne concerne finalement que ceux avec quoi ils sont d'accord et pas le reste. Bien sûr. Et donc ils font, enfin disons qu'ils font beaucoup de choses dans le but d'essayer d'alimenter ce climat de peur. Tu vois, par exemple, le fait de nommer un avocat de la défense personnelle qui n'a aucune expérience en poursuite
et que cet avocat dépose une inculpation contre James Comey, qui est l'ancien directeur du FBI, eh bien, ça dépasse complètement les lignes politiques. Incroyable. Et tu vois, elle ne comprend même pas ses propres écrits, ne comprend pas l'argument. Elle a peut-être utilisé l'IA ou je ne sais quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle l'a fait sur ChatGPT pour des enfants. Désolé, continue. Oui, c'est exactement ça. Et tout ça, c'est pour faire peur. Du coup, malheureusement, il y a beaucoup de peur. Enfin, je reçois pas mal de commentaires parce que j'ose dire ce que je pense. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent « Je suis vraiment content que tu le fasses, car moi, j'ai l'impression que je peux pas. Tu vois ? Et je pense que c'est important qu'on le fasse tous. Donc, quand les gens me demandent ça, je réponds « Ben toi aussi, tu devrais le faire, non ?» Parce que c'est vraiment important. Alors que quand c'est facile de dire la vérité, ça compte pas tant que ça en fait. Mais quand tu ressens la peur des représailles, quand tu ressens de l'oppression, etc., c'est justement à ce moment-là que c'est d'autant plus important de le faire. En fait, c'est exactement ça, la liberté d'expression. C'est ce qui nous aide à vivre dans la vérité, c'est ça son sens. Et je pense que c'est vraiment crucial et important. Donc oui, je continue de le faire, mais bien sûr, ça crée de l'anxiété. Et en fait, tu sais, ça me fait penser que justement, très récemment, la semaine dernière, je crois, tu sais, le président Trump, quand il expliquait le décret exécutif sur l'Antifa, ce qui, au passage, d'après ce que je comprends, n'est pas un vrai groupe qui existe. C'est en fait, tu sais, une sorte de fiction utilisée. Je veux dire, oui, il y a probablement des idiots dans le monde qui se disent « je suis Antifa ». Peu importe qui sont ces idiots, je n'en ai jamais rencontré un seul. Enfin, d'autant que je sache, en tout cas. Bon, et en fait, tu vois, il faisait tout ça en expliquant « bon, alors qui est-ce que vous pourriez viser ?» Et il a dit « tu sais, Alex Soros de la Open Society Foundation. » Il a aussi dit « moi ». Et j'étais là genre « ok, j'ai littéralement aucun rapport avec ça ». Je pense d'ailleurs que le nom Antifa, enfin, être opposé au fascisme, c'est une bonne chose. Oui. Pas vrai ? Tu sais, c'est en fait ce que je pense de la démocratie occidentale depuis des siècles, la liberté individuelle. Tu sais, si t'es libertarien, oui, tu devrais être contre le fascisme. C'est ça en fait le principe. Mais moi, je n'ai jamais eu, en fait, aucune implication là-dedans. Et donc, tu vois, si tu dois aller à la Maison-Blanche, où tu as un président qui désigne ses opposants politiques comme exemple de la manière dont il va enquêter à l'aide de décrets exécutifs, eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est évidemment un geste très antidémocratique qui va à l'encontre de ce que représente l'Amérique. Et donc, je pense que c'est, tu sais, triste et que c'est ça qui crée beaucoup de peur chez les gens, en fait. Tu penses que, enfin, si tu étais à leur place, je veux dire, à ces gars-là, qui dirigent ces boîtes, je pense à, par exemple, Sergey Brin ou je sais pas, qui d'autre était là déjà? Ou par exemple, disons Mark Zuckerberg. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix, non? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que toi, si tu étais à leur place, enfin, ne disons pas de nom en particulier d'un d'entre eux, mais dans l'une de leurs boîtes, je veux dire, est-ce que tu dois vraiment aller à ce dîner? Est-ce que tu dois faire un genre de serment? Est-ce que tu dois devenir une sorte de disciple de Donald Trump? Malheureusement, ce n'est pas une réponse simple à donner, parce que je pense que c'est important que, tu sais, Donald Trump a été élu dans le cadre d'une démocratie. Je pense que les entreprises et les individus devraient être réactifs envers un gouvernement démocratiquement élu. Donc si tu es invité, est-ce que tu devrais y aller? Oui, tu devrais. Et donc du coup, je pense qu'il faut s'engager parce que ça fait partie de la responsabilité envers ta société. Mais ensuite, la question devient, ok, quand tu es à table, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu ne dis pas? Et je pense que, tu sais, il y a eu quelques déclarations hyperboliques et le fait est que tu devrais considérer que c'est mauvais de penser que tu dois forcément tourner autour en disant genre Donald Trump, t'es le meilleur président de tous les temps et tout allait mal avant que tu prennes tes fonctions le 20 janvier. Et, comme par magie, le 21 janvier, tout est devenu incroyable. Et je pense que n'importe qui, avec de l'intégrité et de l'éthique, en voyant ça, se dit « c'est pas bien ». Pas vrai? Ce n'est pas la société que nous devrions être. Ce n'est pas, tu sais, ce genre de société où il faut mentir fondamentalement et flatter l'ego. Tu n'as pas à faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas comme ça que tu devrais fonctionner, peu importe qui tu es. Mais maintenant, disons, toi, tu devrais par exemple dire « Hey, je suis quelqu'un qui veut savoir dans quoi j'investis pour aider le pays. » Tu devrais être honnête là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Et tu vois, je crois que certaines personnes à cet événement l'ont fait. Et je pense que certains ne l'ont pas fait. Donc, par acte de courtoisie, je vais laisser, tu sais, nos auditeurs deviner lesquels étaient ceux qui l'ont pas fait. Il y a une grande différence entre Tim Cook et Mark Zuckerberg, mais c'est moi qui dis ça, pas toi. Oui,
Mais disons, en fait, que certains ont parlé honnêtement. Et tu sais, ils reflétaient leurs déclarations publiques. Mhm. Des entreprises publiques sur la façon dont ils investissent et ce qu'ils font. Et d'autres, tu sais, cherchaient des chiffres qui feraient plaisir à Trump. Des gens m'ont dit que je devrais que je devrais faire attention à ce que je dis publiquement, même en tant que podcasteur français, car la prochaine fois que tu voudras aller aux États-Unis, tu pourrais avoir des ennuis. Oh, Euh, Tu crois qu'il existe un monde où ça peut vraiment arriver? Ou toi, on t'a déjà demandé de te taire? Ou est-ce que je pourrais, moi, avoir des problèmes à un moment donné? malheureusement, il y a une grande différence entre la façon dont les États-Unis traitent leurs citoyens et ceux qui ne sont pas citoyens américains. Et donc, ça a déjà commencé à se produire avec la délivrance de visas par les États-Unis, permettant aux gens d'entrer sur le territoire. Tu sais, c'est bien connu chez les étudiants, en fait, que si tu dis quelque chose qui se rapproche d'une critique envers l'administration, ton visa pourrait être annulé ou même refusé. Je trouve ça extraordinairement anti-américain, tu vois? L'intelligence artificielle pourrait être utile dans ce cas, en fait, ouais. Oui, eh bien, l'IA peut aider les gens à bien faire des choses. Ouais, ouais. L'intelligence artificielle peut aider les mauvaises personnes à faire des choses. Tu sais, c'est une des natures de la technologie. Et donc, en tant que citoyen français, oui, c'est un sujet pertinent. Et moi, au nom des Américains qui croient en la Constitution et en la démocratie, je m'excuse. Tu vois? Et donc maintenant, si on parle des citoyens américains, eh bien, c'est une affaire encore un peu plus compliquée, je dois dire. Et en fait, tu sais, jusqu'ici, je n'ai pas rencontré cette situation. À part, eh bien, tu sais, genre cette déclaration publique récente, genre, oh, peut-être qu'on va enquêter, etc., etc. Et d'un autre côté, tu sais, j'ai reçu plein de retours de mes amis, genre, oh, arrête de parler tu vois, du gouvernement, parce que tu sais, ils vont utiliser les instruments de l'État pour faire de la persécution politique. Et j'étais là, oui, mais justement, c'est comme ça qu'on laisse le fascisme s'installer. Donc je pense que c'est justement important, dans ce genre de situation, que tout le monde prenne la parole. Pas vrai? Et, et donc, jusqu'à présent, à part ce que tout le monde voit publiquement, eh bien, je n'ai encore rencontré aucun problème. Euh, T'as déjà pensé à quitter le pays? Est-ce que certains de tes amis y ont pensé? Eh bien, je ne vais pas donner de nom, mais oui, il y a certains de mes amis qui ont quitté le pays et qui sont partis un peu partout ailleurs dans le monde. Moi, tu vois, je ne suis pas parti. Ma maison est toujours, tu sais, aux États-Unis. Et donc, tu vois, évidemment, quand tu regardes les différents types disons, de déclarations ou le type de menaces, ou que par exemple, tu as ICE, qui est le service de l'immigration aux États-Unis, tu vois, qui vient avec des masques et qui embarque des gens dans des vannes, tu te dis, franchement, ça le fait pas, tu vois. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. On devrait agir différemment, tu sais. Une des raisons pour lesquelles les flics portent un badge, un uniforme, qu'on voit leur visage, Oui. tu vois, c'est pour qu'on soit responsable de ce qu'on fait. Je pense que c'est super important pour que la démocratie fonctionne correctement, d'avoir un cadre légal clair sur la façon dont on agit, tu vois. C'est en partie pour ça qu'on a 3 branches du gouvernement, y compris le pouvoir judiciaire. Hmm. Et tu vois, je pense que toute personne qui aime l'Amérique veut ces 3 branches. Ça fait partie de ce qu'on est et ça fait partie de ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment important. Alors, je dirais que je sais pas si c'est juste la France, les Français, ou plutôt l'Europe, le truc le plus fascinant récemment, c'était à propos de la liberté d'expression. Enfin, tu sais, je crois que c'était Jimmy Kimmel. Oui, exactement. Alors, franchement, quand tu vois ça et qu'il bosse dans une boîte privée, tu te dis, waouh, Ouais. c'est vraiment en train d'arriver? Genre, c'est la Chine ou quoi? Est-ce que, je sais pas, en fait, Alors, disons que certaines actions de l'administration Trump ressemblent beaucoup plus à la Chine maoïste. Donc même pas la Chine actuelle, mais la Chine de Mao. oui, et ils se cachent même pas. Genre, ils disent carrément, nous, Ouais. on met la pression et on est content de ça. Mais genre, Donc, Jimmy Kimmel a posé une question en disant « On essaie vraiment de comprendre quelles sont les motivations réelles du meurtrier de Charlie Kirk, ce qui est une énorme tragédie. Ça n'aurait jamais dû arriver. » Mais il a demandé « Quelles sont les vraies motivations ?» Il a posé la question, et là le président de la FCC répond « Bon, on peut le faire à la facile ou à la dure. » Et tu te demandes « Mais comment il peut faire ça? C'est un parrain de la mafia ou quoi? Enfin, un parrain de la mafia de la FCC, c'est ça le truc. Et bien sûr, sous cette pression, tu sais, l'émission de Jimmy Kimmel a été arrêtée.
Mais la raison pour laquelle Kimmel est de retour à la télé, c'est que tout le monde a parlé, y compris des gens à droite, en disant « ça, c'est pas correct ». Tu vois, en disant « on devrait pas faire ça ». En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a rien dit de mal, mais il a juste posé la question et tu aurais pu simplement ne pas être d'accord et tu aurais pu répondre « non, je pense que c'est évident ». Mais poser une question, c'est le début de la liberté d'expression, c'est la base. Et ça voulait pas dire qu'il manquait de respect à Charlie Kirk. Ça voulait pas dire non plus qu'il niait que c'était une tragédie qu'on aurait aimé ne pas avoir. Ouais, exactement. Il n'a fait que poser une question. Alors, un point intéressant qui vient de Clémence, elle dit que des journalistes ont aussi été virés de France Inter, une radio française, pour des raisons similaires. Elle pense à un type, un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice. Mais à la fin, je dis pas que c'est mieux, mais Mais c'est la même en chose. fait, au moins, c'est une radio nationale. C'est un peu comme NPR, tu vois. Ouais. Donc oui, ça devrait pas arriver, mais c'est un peu différent. Je veux dire, et ça pourrait même être plus facile que ça arrive avec les boîtes privées, parce que le lien est encore plus serré maintenant entre le privé, le public et l'administration. C'est ça qui me fait halluciner le plus, je dirais. Ouais. Eh bien, je dirais qu'un des trucs, parmi tant d'autres, qui est vraiment, tu sais, disons, rageant et qui fait vraiment peur en même temps, c'est que tu as vraiment tout un tas de gens qui disent ben, on fait ça pour la liberté d'expression, mais tu vois, en même temps, ils vont aussi censurer le discours des autres. Et c'est genre, tu sais, l'honnêteté est jetée directement à la poubelle et l'intégrité va aussi direct à la poubelle. C'est juste, c'est effarant. La liberté d'expression, je dirais, elle est probablement, je veux dire, la France est sûrement la plus avancée là-dedans. Enfin, par exemple, ce qu'on fait et ce qu'on voit à Charlie Hebdo et partout ailleurs a tendance à mettre les gens mal à l'aise dans le monde entier. Je veux dire, tu peux aller très loin. Je crois que c'est super, super important ici, tu vois. Donc voilà. C'est une des nombreuses choses que j'adore en France. Eh ben, tu sais quoi, Reed? Je suis super content qu'on ait pu en parler et peut-être que je te poserai d'autres questions là-dessus, librement. Et donc, tu sais, la plupart du temps, en fait, et je dirais surtout avec des Américains qui viennent dans ce podcast, il y a toujours certains sujets sur lesquels on te demande de pas trop t'aventurer et souvent ça inclut surtout, les sujets politiques et donc je suis content que tu aies, enfin voilà, qu'il n'y ait eu aucun sujet sur lequel on n'avait pas le droit de parler. Donc merci pour ça, Bien sûr, c'est super intéressant. Maintenant, revenons à l'intelligence artificielle et qu'est-ce que tu observes en ce moment? Parce que, quand je parle avec, des Américains, des gens de la Silicon Valley, tu es basé où en ce moment d'ailleurs? je suis basé à Seattle. Seattle, OK. Faut absolument que j'y aille. J'irai à Seattle. C'est une ville vraiment sympa. Ouais, donc si j'ai le droit, Oui, oui, alors je viendrai. on espère. Enfin, après ce podcast, qui sait? Oh, tu crois? Enfin, je sais que je viendrai. Et puis, je suis pas si critique que ça. Alors donc, dis-moi, qu'est-ce qui a changé ces 6 derniers mois? Et alors, quels vont être tes investissements? Quels sont les gros secteurs? Et aussi, qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, tout ça m'intéresse. Alors, eh bien, je dirais qu'un des trucs qui est moins intéressant avec ce qui ne marche pas, c'est que souvent, en tech, ça veut juste dire que ça marche pas encore. Et donc, il se trouve que ça marche pas ce mois-ci, mais peut-être que dans 6 mois, ça marchera. Donc, c'est un peu... En fait, il faut toujours être prudent là-dessus. Par contre, un des trucs qui marche, c'est qu'il y a une accélération massive dans l'assistance au codage. Oui. Et en fait, tu sais, c'est un des domaines où je dirais que le milieu académique ne comprend pas vraiment tout le boulot et vraiment toutes les avancées incroyables qui se passent dans l'industrie. Parce que tu vois, certains universitaires ont fait des recherches. Par exemple, au MIT, qui est une super institution, ils ont fait des recherches et concluent, bon, beaucoup de ces essais initiaux et entreprises échouent sur ce truc. Et tu te dis, ouais, bon, vous avez juste regardé 3 personnes qui faisaient un projet de recherche dans une boîte qui n'a pas marché. Toutes les startups utilisent l'accélération du codage par l'intelligence artificielle. Et beaucoup de boîtes tech utilisent l'accélération du codage par l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas juste que « oh, les codeurs s'améliorent ». Non, il y a des raisons de suivre ça de près. La première, c'est que si tu penses qu'un logiciel va changer le monde, c'est qu'au final, ce qu'on va avoir, c'est de l'intelligence au prix de l'électricité. Oui. Ces écouteurs seront intelligents, le micro sera intelligent, la caméra sera intelligente, les lumières seront intelligentes, le chauffage sera intelligent, tout ça juste au prix de l'électricité, pour tout le monde. Et une fois que tu commences à avoir ça, tu auras cette accélération du logiciel partout dans le monde. Je peux juste Alors, le dire autrement, parce que je pense que beaucoup de gens comprennent pas vraiment quand tu dis que tu penses que le logiciel est en train de changer le monde. Ils se disent juste, tu sais, ouais, bon, c'est encore les geeks de la tech. Genre, tu vois, ils en ont marre d'entendre ça. Donc laisse-moi juste reformuler. En fait, ça pourrait être un truc comme avec ces écouteurs, même avec la puce, mais je sais pas si on devrait aller aussi loin.
Donc par exemple, mon cerveau peut tourner à 130 ou 140 peut-être de QI, je sais pas, et donc espérons que peut-être ça ira jusqu'à 1000. Je veux dire peut-être 10 fois, enfin 10 fois plus et même probablement 400 dans les prochaines années. Eh bien, c'est une courbe exponentielle. Oui. Donc peut-être que 10 fois, c'est au-delà de nos capacités, mais au moins 2 fois. Ouais, ouais. 2 fois, c'est énorme. Et donc je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Oui, Je veux dire, c'est ce que tu dis. Donc ça va probablement changer le monde à un moment donné. oui. Oui. Mais par exemple, les véhicules autonomes, Mmh. eh bien, ça vient de ça. Un autre exemple, c'est genre les gens. Par exemple, il y a une idée reçue fréquente sur l'IA qui est « Oh mon Dieu, ça va provoquer le changement climatique à cause de l'électricité ». En fait, si tu appliques de l'intelligence avec l'électricité, tout à coup, ça va gérer la répartition de tous tes appareils. Donc ta machine à laver se mettra en marche à 2 heures du matin, Mmh. disons au lieu de 19 heures habituellement. Eh bien, parce que ça sera le moment où c'est le moins cher, là où on ne surcharge pas le réseau, tu vois. Les réseaux seront rendus plus efficaces et de nouvelles façons de gérer les centrales électriques et les centres de données vont apparaître. En fait, quand Google a appliqué son IA à ses propres centres de données, qui sont déjà très efficaces, ils ont constaté une économie de 40% sur l'électricité. Donc ça, 40%? ouais, donc c'est le genre de choses qui va arriver. Je veux dire, tu parles bien de centres de données qui sont, Oui, je veux dire, ils sont déjà vraiment optimisés. ouais, ouais, et en fait, ils consomment quand même beaucoup d'électricité. C'est pas juste un petit truc. Genre, si tu parles de ma machine à laver, Oui, c'est juste bon, c'est le monde entier, mais quand même à la fin, ouais. ouais. Mais si tu comptes toutes les machines à laver, tous les micro-ondes, tout le monde, eh bien, il y en a beaucoup si tu comptes tout le monde. Et pour les systèmes CVC, tu sais, le système de chauffage et la climatisation, ça consomme beaucoup. Et si tu rendais tout ça plus efficace, et si tu inventais de nouveaux matériaux grâce à l'intelligence artificielle, avec de nouvelles formes d'isolation, puis que tu les déployais, il y a toutes ces différentes choses. Ou si tu peux gérer le confinement de la fusion de façon à extraire le carbone de l'atmosphère et décarboner, et nous ramener, reculer l'horloge vers une planète plus verte et plus saine. Toutes ces choses sont des choses qui peuvent être faites grâce à l'IA, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça. Le genre de truc lié à l'intelligence artificielle est tellement important. Maintenant, le codage, c'est un des accélérateurs dans tout ça. Mais c'est le genre de truc, et je sais que ça va en surprendre pas mal parmi tes auditeurs français, même si en général ce sont surtout des entrepreneurs, des technologues et d'autres profils qui écoutent ça. En fait, on est en train d'aller vers un monde où chaque personne aura un copilote de code Mmh. ou une sorte d'assistant de codage, tu vois. En fait, qui, quand tu penses à faire quelque chose, et disons que tu te dis, bon, tu sais, comment est-ce que je devrais réfléchir à ça, ou comment planifier mes vacances, Mmh. tu vois, en fait, tu pourrais même, en plus d'utiliser un agent pour poser la question, tu pourrais même dire, bon, en fait, je voudrais exécuter ce genre de code pour analyser ça. Et tu vois, moi, par exemple, il y a quelque chose qui me passionne vraiment, c'est, tu sais, les expériences culturelles autour du mouvement slow food et de la création du slow food. Donc, ok, je pars là-dessus. Et donc, bon, quelles sont les choses que je devrais faire pour vraiment explorer ça à fond? Eh bien, il y a peut-être des informations qui sont sur Internet. Mmh. En fait, qu'on n'arriverait pas à trouver, mais qui Ça prend sont... trop de temps, ouais. Oui, mais du coup, disons, notre assistant IA pourrait faire la recherche approfondie et la requête, et ensuite, tout à coup, tu sais, tu appelles un agriculteur qui est ouvert, par exemple, les après-midi, le mardi après-midi, ils font un genre de truc de la ferme à la table. Et toi, tu dis, je vais changer mon voyage pour venir mardi. Est-ce que vous serez ouvert, tu sais, mardi dans un mois, je peux venir faire ça? Et c'est une connexion humaine. Et ça concerne tous ces... En fait, je veux aller là où personne ne va, par exemple. Oui, exactement. Un peu ce genre de demande, oui. Quand je pense au codage, je dirais que c'est, en fait, ces 6 derniers mois, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien sur les 2 extrêmes. C'est le vibe coding, au tout début. Donc en fait, comme toi, je veux dire, pendant mes vacances, je passe tellement de temps sur le vibe coding, et à l'autre extrême, c'est le comment tu appelles ça? Tu sais, quand tu utilises l'intelligence artificielle pour vérifier ton code, ça s'appelle comment déjà? Le, tu sais, L'assurance qualité? ouais, le contrôle qualité et Oui, tout ça. Donc tu vois, bah, j'écoutais, Steve Jobs il y a quelques mois qui disait que ça concernait genre, 30 des équipes de codage de Microsoft qui sont pas, remplacées mais disons améliorées par l'IA. Donc 30 du code, mais c'était surtout pour le contrôle qualité. oui. Donc est-ce que j'ai raison de dire qu'entre le tout début et la toute fin, c'est pas très efficace? Ou est-ce que, ça peut être très efficace sur toute la ligne? Je veux dire, est-ce que, on peut coder l'intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle? Alors, disons que fondamentalement, ça arrive déjà un peu, donc ça se passe un peu dans la façon dont on améliore ce qu'on appelle la chaîne de pensée. Mmh.
Et en fait, cette itération de la chaîne de pensée, tu vois, ça se passe un peu avec les codeurs IA qui utilisent des agents IA pour accélérer et accomplir des choses. Donc, je pense que ça représente un pourcentage à 2 chiffres du code qui est saisi et qui est activé par l'IA. Mhm. Bon, maintenant, je pense qu'aucune des personnes chargées de la qualité vérifie juste le code généré par l'IA sans y jeter un œil. Et donc, une des raisons pour lesquelles, tu sais, l'assurance qualité et les banques de tests sont beaucoup utilisées, c'est parce que ça aide à accélérer et ça fonctionne exactement comme si on mettait une dissertation dans une IA pour dire « critique-la ». Là, tu mets le code, tu la critiques, tu la vérifies pour toutes sortes de choses. Mais d'un autre côté, disons, il y a beaucoup d'utilisation, par exemple, quand je commence à réfléchir, eh bien, tu vois, je fais une séquence de prompts et je les mets dedans. Les gens se disent, OK, je veux générer un ensemble de code qui fait ça, et tu obtiens une génération de code. Ensuite, tu le regardes, tu travailles avec les agents et d'autres humains pour l'améliorer. Donc en fait, je pense que c'est accéléré tout du long. Ça peut être irrégulier, mais il y aura de l'accélération à chaque étape. Lequel est le meilleur? C'est Anthropic pour le codage ou autre chose? Donc actuellement, je pense. Et en fait, je sais même ça de. Disons que c'est parce que je demande à tout le monde. Je demande aux gens de Google et à tous les autres aussi. Et donc, j'ai demandé aux gens de Microsoft. Donc actuellement, les 2 meilleurs sont Claude Code, qui est un produit complet et fonctionne vraiment bien, et ensuite GPT-5 pour ce qui est du raisonnement Je vois. et ses capacités. Donc si tu combines ces deux-là, tu as actuellement le meilleur. Intéressant, très intéressant. En fait, je n'ai pas encore trop utilisé Anthropic récemment, mais je devrais. C'est Claude Code pour le codage, et ensuite, Ouais, oui. ok. On utilise Gemini pour le texte. C'est, disons, plutôt intéressant, tu vois. Mais j'ai entendu en fait que les gens de Google préfèrent ChatGPT et Claude Code pour la partie codage. Très intéressant. Pour la science, Gemini est en fait le meilleur des modèles. Donc si tu fais de la recherche scientifique approfondie, alors le modèle Gemini est le meilleur. C'est Ouais, c'est fascinant. Donc, en fait, qu'en est-il du vibe coding? Je parlais d'Anton que j'ai rencontré hier, Anton Ozika de Lovable. Donc, tu as essayé ça? J'ai pas encore utilisé Lovable, même si je pense que je vais rencontrer Anton bientôt. Oui. Alors donc oui, je prévois de l'essayer avant de le rencontrer. Mais tu sais, une des choses que les gens découvrent, c'est que j'ai fait découvrir le vibe coding à pas mal de monde et ils se disent « Attends, c'est pas encore si simple ». Bien sûr que c'est pas encore si simple. On est au tout début, c'est un peu comme si on venait juste d'inventer la voiture. Hmm. Et tu sais, c'est encore juste un peu bancal par endroits et il y a pas mal de trucs à apprendre, mais tu commences à le voir. Ouais, mais quand même, on utilise ça aussi sur Squarespace, qui est un de mes sponsors. Mais donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise le mode projet de ChatGPT pendant des mois pour nos projets. Et ensuite, on lui demande donne-moi un prompt pour créer un site sur Squarespace. Et là, boum, ça prend 5 minutes et ça marche. Ouais. Je veux dire, ça marche plutôt bien. Et c'est très facile à la fin, je dirais. Et pour les gens sur le bon chemin, c'est ça l'accélération. Oui. Parce que tu lui donnes un prompt et tu l'obtiens immédiatement. Et bien sûr, parfois il faut corriger un peu, mais c'est rapide. Ouais. Le plus compliqué, c'est quand tu dois mettre des trucs d'API et brancher tout ça, c'est plus difficile. Mais par exemple, disons, si on parle juste, tu sais, de l'utilisateur quotidien qui va utiliser son préféré, que ce soit Gemini, Copilot ou ChatGPT, quand il essaie de comprendre comment utiliser quelque chose et va juste prendre une capture d'écran de ça Mhm. et va demander comment je fais pour utiliser ça. Tu vois, quand j'étais dans un Airbnb plus tôt cette année, je n'avais jamais rencontré de machine à laver 2 en 1 avant. Je n'en avais jamais vu. J'ai toujours eu une machine à laver et un sèche-linge séparés. Oui, oui. Donc j'ai pris une photo et j'ai demandé comment j'utilise ça. Et il m'a répondu tout de suite. Genre, littéralement, presque n'importe quel appareil, c'est possible maintenant. Et en fait, ça change, je veux dire, ça change tellement de choses pour tellement de gens. Je pense aux tutoriels en ligne sur YouTube ou par écrit. Je veux dire, en fait, ouais, c'est vraiment fou. Ouais, c'est complètement dingue. Et alors, quel est le dernier investissement, disons, que tu as fait je veux dire, où tu t'es dit, waouh, celui-là est dingue? Alors, le tout dernier est encore confidentiel, donc désolé, je ne peux pas en parler. Bon, et donc je promets que j'en parlerai la prochaine fois qu'on discutera, quand ce ne sera plus en mode confidentiel, mais celui d'avant, c'était Manas. D'accord. Tu vois? Donc, alors, comment on obtient le même genre d'accélération qu'on a dans le codage? Comment peut-on avoir ça pour le développement et le déploiement de médicaments? Parce que, je veux dire, le cancer, ça tue tout le monde. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, toutes les races, tous les pays. Et donc, une des choses que les gens ne réalisent pas,
c'est que même si on utilise un seul mot pour ça, il y a des milliers de cancers. Tu vois? C'est une croissance cellulaire incontrôlée. Et malheureusement, il n'y a pas qu'un seul remède, il faut comprendre les spécificités. C'est justement le genre de truc pour lequel l'IA peut être un super accélérateur. Et en plus, non seulement on pourrait potentiellement guérir le cancer, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les maladies rares ou orphelines. Beaucoup de maladies pour lesquelles l'économie ne permet pas à l'industrie pharmaceutique de développer un traitement. Eh bien, tout ça, depuis l'utilisation de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui est en train de se passer avec EveryCure, une organisation à but non lucratif aux États-Unis, pour dire, ah bon, il y a peut-être des médicaments existants qui peuvent faire une différence, et c'est génial, et l'IA peut être vraiment efficace. Mais aussi pour créer, en fait, c'est Manas qui peut créer de nouveaux médicaments pour des maladies qui n'ont pas encore de traitement et pas de cure. Oui. Et évidemment, ça va vraiment avoir de l'importance. La question était peut-être stupide, mais est-ce que ça va marcher? Je veux dire, la question est que nous, on avait... Il n'est pas question de si, mais de quand, en fait. Oui, tu as raison. Je pense qu'on a eu dans ce podcast un gars appelé Thomas Clausel. Sa société est basée en Suisse et s'appelle Hawkins. Elle est importante dans la région et il nous disait quand même que la période de développement pour les médicaments a probablement été réduite de moitié, même jusqu'à 10 fois, mais c'est encore assez long. Et il y a encore beaucoup de... La c'était quoi, la FDA? La FDA, oui. Les accords de la FDA et des choses comme ça, donc c'est encore très long aussi du point de vue administratif. Est-ce qu'on pourrait rendre tout ça, même l'administration, plus court? Je veux dire, Eh bien, au bout d'un moment, oui. Mais c'est aussi un de ces aspects sur lesquels nous, en tant qu'entreprise privée et start-up, faisons beaucoup avancer les choses. On peut avancer très vite et améliorer la précision et l'intensité de ce qu'on fait. Bien sûr, au final, il faudra aussi que les régulateurs utilisent l'intelligence artificielle. mmh, Et pas seulement pour la vitesse, même si bien sûr c'est très important. D'ailleurs, pourquoi la vitesse est importante? Eh bien, par exemple, si tu découvres un remède contre le cancer un mois plus tôt, tu sauves des vies. ouais, pour un père ou Voilà, des c'est cousins, ça. je veux dire, quelque chose de réel. Donc la rapidité compte, et pas seulement pour l'industrie, mais pour la société et pour les gens, mais aussi la précision. C'est comme quand on parlait de qualité, tu sais, le contrôle de qualité et l'assurance qualité. Eh bien, en fait, l'intelligence artificielle peut aussi aider avec ça du côté des médicaments. Et quelque chose d'intéressant, c'est que ce qu'on retrouve dans ces entreprises modernes, c'est que tu réinventes tout le processus du début à la fin. Maintenant, une partie de ça n'est pas sous le contrôle de l'entreprise. Par exemple, la FDA Ouais, et tout le processus réglementaire. Mais évidemment, une fois que les pays généralisent tout ça, pas seulement en l'appliquant au service public, du genre, tu sais, réparer des nids de poules, ou bien l'éclairage public, tu vois, ou d'autres trucs du genre, comme par exemple obtenir le renouvellement de ton permis de conduire. Toutes ces choses sont faciles à faire et ont besoin d'être faites. Mais si tu commences à dire que toute notre société devrait commencer à fonctionner en ce qui concerne les services publics grâce à l'accélération de l'IA, eh bien ensuite, ça élève simplement énormément la qualité de vie humaine. t'as tellement raison, ces tâches simples, je n'y pensais pas, mais le renouvellement du permis de conduire, je veux dire, si c'était possible de l'avoir sans attendre, de juste l'avoir boum, comme ça. Ce serait tellement mieux, oui. On pourrait accélérer toute la bureaucratie avec l'IA aujourd'hui. Mon Dieu, ce serait vraiment, ça serait tellement mieux. Je ne sais pas si la bureaucratie est pire en Europe ou aux États-Unis, mais Dans tous les cas, elle est mauvaise. Quand quelqu'un dit « je suis un bureaucrate », c'est peut-être pas la meilleure façon de s'identifier. il y a des gens qui disent ça. Oui, certains. Ils le font encore? Tu fais quoi, toi? Fonctionnaire, c'est mieux. Ouais, pas mal. Donc le président français te demande comment tu pourrais aider son peuple avec la technologie et l'intelligence artificielle. Si je prends par exemple une entreprise privée européenne et que je te pose la même question, que devrais-je faire avec l'intelligence artificielle? Ou quelles sont mes prochaines étapes? Qu'est-ce que qu'est-ce qui devrait m'obséder actuellement? Eh bien, tout le monde, ou la plupart des gens, peut-être pas tout le monde, cherchent des excuses pour ne pas faire le travail difficile d'essayer. Ils diront « Oh, je pense que ça utilise trop d'électricité. Je suis pas sûr des données sur lesquelles ça a été entraîné. Je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, c'est un truc américain, pas un truc français. » Je vais demander à mon assistant ou à mon personnel de le Oui. faire. Ouais. Tout ça représente juste des tonnes d'erreurs. Et la réponse courte, c'est que tout le monde, peu importe si vous êtes réceptionniste, peu importe si vous êtes PDG, tout le monde devrait essayer. Même mon père et ma mère, qui sont des retraités, tout le monde devrait essayer. Tout le monde. Absolument. Et il faut l'essayer pour des choses qui comptent à tes yeux. Bien sûr, si tu commences tout juste, pour la première fois, très bien. Par exemple, écris un sonnet pour ton ami, tu vois? Ou bien alors, tu sais, tu pointes ta caméra sur ton réfrigérateur et tu dis
Avec ces ingrédients, quelles sont les différentes recettes que je pourrais faire pour le dîner? Super. Commence comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste histoire de tremper un peu tes pieds dans l'eau, tu vois. Mais ensuite, commence à l'utiliser pour des choses qui sont vraiment importantes à tes yeux, des choses qui ont un impact sur ta façon de travailler et qui changent la façon dont tu prends des décisions. Je vais te donner un exemple. J'ai un de mes amis proches qui est parti faire une randonnée dans les Adirondacks. C'est une chaîne de montagnes qui est en Nouvelle-Angleterre. Et puis son cousin, avec qui il randonnait, a eu un problème médical, alors ils sont allés à l'hôpital. Et le médecin lui a dit « Mais non, vous allez bien, tenez, prenez des antibiotiques, et ça ira mieux ». Mon ami n'était pas convaincu, ça ne lui semblait pas correct. Donc il est allé sur ChatGPT pour avoir un deuxième avis, et ChatGPT lui a dit « Il faut que t'emmènes ton cousin dans un autre hôpital, tout de suite ». Ils sont montés dans la voiture et s'y sont rendus. Et une fois arrivés, ils leur ont dit « Heureusement que vous êtes venus nous voir. 2 heures plus tard, vous seriez morts. On n'aurait rien pu faire pour vous. » Oh, wow. T'imagines? Donc on peut l'utiliser pour un deuxième avis. Parce qu'en passant, c'est génial comme deuxième avis. Tu obtiens ton premier avis de ton médecin, et d'ailleurs, les médecins eux-mêmes devraient l'utiliser pour un deuxième avis aussi. C'est une simple question de rigueur. Tu te dis, moi je pense que X et l'IA pensent Y. Il nous faut un troisième avis Z, et ensuite on avisera. Et c'est le genre de choses qui fonctionne déjà. Aujourd'hui, on en est là. Et tu vois, dans mon exemple, c'est littéralement une histoire de vie ou de mort. Mais bien sûr, moi, j'utilise ça pour rechercher des technologies et comprendre les choses, pour faire des recherches sur les entreprises et les investissements, pour réfléchir à comment faire une analyse documentaire, pour comprendre ce qu'on fait avec Manas AI et la découverte de médicaments. Et pour des choses personnelles, tu l'utilises pour genre, je sais pas, du coaching? Tu peux. Mais moi, Tu l'utilises pour des choses personnelles? tu sais, je devrais essayer. Mais je n'ai pas encore vraiment essayé, en partie parce que un des plaisirs, une des chances de ma vie, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'aident et qui me conseillent. Non, ce que je veux dire, c'est plutôt quelque chose de personnel. Non, mais même, Comme, je pense, tu sais... oui, mais même les coachs, j'ai d'excellents coachs. Ouais, d'accord. Mais je devrais essayer un jour. Je pense que ça serait intéressant. Mais une des utilisations que j'ai, par exemple, c'est genre, quand je regarde un truc ou que je cherche une info, tu vois, c'est super pratique. Et puis, je pense que ça fait partie de là où le monde moderne est en train d'aller, en fait. Tu vois? Et puis, j'ai jamais fait une prise de sang que je n'aimais pas. J'ai aucun problème à faire différentes analyses. C'est facile en soi. T'obtiens des informations médicales et c'est toujours une bonne chose. Parce qu'en fait, tu peux entrer ton analyse sanguine dans l'IA, ce que je fais, et dire « explique-moi tout ça ». Et j'utilise ça pour m'aider à bien comprendre. C'est super cool. Et je pense que c'est dans cette direction qu'on va tous. Par exemple, on peut penser à ta montre connectée. Elle fait toutes sortes de suivis et elle pourrait te dire quelque chose comme « voilà quelque chose auquel vous pourriez penser » ou « oh, il est possible que vous soyez déshydraté en ce moment. Vous devriez boire plus d'eau », tu sais, des trucs du genre. Et je dirais que tout ça, ça fait partie d'une manière très humaine et très positive pour l'humanité de faire les choses. J'ai essayé, mais il y a longtemps. Je n'en suis jamais arrivé au point où, avec mon... moi, j'utilise une Garmin, mais au point où, genre, avec les milliers de données que j'ai pour les 3 dernières années, Oui. où je lui ai demandé de me donner de bons conseils. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que certains de mes amis l'utilisent vraiment pour, tu sais... l'une d'elles, c'est juste pour obtenir des conseils sur comment se comporter avec son dernier, son ex-mari, Oui. ou comment, se comporter avec ton nouveau, petit ami ou ta petite amie et ainsi de suite. Et cette utilisation personnelle est intéressante. Mais donc ce que tu dis, c'est de l'utiliser, même si tu es genre un grand nom dans la tech, comme un grand patron ou un entrepreneur, et que tu trouveras des moyens de l'utiliser davantage et de l'intégrer dans Oui. ton entreprise. Même si certaines utilisations ne fonctionnent pas, c'est peut-être une question de temps ou juste une histoire de prompt, et peut-être que c'est juste un cas du genre « d'accord, ça ne fonctionne pas, mais ça pourrait servir à autre chose ». Et d'ailleurs, à ce sujet, l'entreprise que j'ai fondée avant Manus, c'était Inflexion.ai et son système d'IA qui s'appelait Pi, P-I. C'est un jeu de mots car paille, ça veut dire tarte en anglais. On parle en fait d'intelligence personnelle. On l'a entraîné à être très bonne en QE. On a trouvé en fait que... Quotient émotionnel. Oui, quotient émotionnel, c'est ça. On a constaté que les gens utilisaient paille quand ils avaient une discussion avec leurs proches. Parce que paille peut dire « Ah, quand tu as dit ceci, est-ce que tu voulais plutôt dire cela ?» Ça fait partie de ce qu'on apprend dans la vie. Comme de ne pas dire « tu as tort », mais plutôt « oh, je t'ai bien compris » et Et je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. oui, et peut-être que j'ai une perspective différente qui serait utile à discuter. Je vois que tu es entouré de bonnes personnes. Oui,
Et donc, est-ce qu'on devrait être obsédé aussi par la souveraineté? Je veux dire, ce à quoi je pense, c'est par rapport à tout ce dont on a parlé plus tôt, et aussi, d'une certaine manière, par rapport aux excuses que tu as données pour tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue américain. C'est vrai que c'est un peu effrayant pour nous ici, tu sais. Pour moi, dans mon entreprise, je m'en fiche, mais si tu es Airbus ou je sais pas, Safran ou Thales dans le secteur de la tech ou de la défense, ou même pour les grandes entreprises en compétition avec des entreprises américaines, ça serait un peu risqué, non? Je mettrais pas ça sur ChatGPT ou Gemini ou sur n'importe laquelle de ces plateformes, je pense. Même si elles sont hébergées en Europe. Mmh. Il y a l'hébergement, il y a aussi la façon dont c'est traité, il y a l'aspect légal. Mmh. Je me sentirais pas à l'aise. Est-ce que, ça devrait être une obsession pour les entrepreneurs européens d'en récupérer certaines ou de créer nos propres technologies? Eh bien, je pense honnêtement que c'est très précieux. Tu sais, une des raisons pour lesquelles j'écris les livres que j'écris, que je fais mes podcasts, que je viens sur d'excellents podcasts comme le tien, c'est que je veux que plein d'endroits à travers l'Europe en apprennent de la Silicon Valley pour créer tout ça. Je pense que c'est génial Mmh. de créer des technologies incroyables, des entreprises dans la tech, etc., ici. Et c'est en partie pourquoi, tu sais, cette fois, en venant à Paris, j'ai 2 réunions, et une d'entre elles est celle-ci. Mmh. Et l'autre est avec Macron, justement, pour essayer de vous aider. Et donc, je pense que c'est très important, et je pense que les notions de souveraineté numérique sont bien sûr vitales, mais il est aussi important d'être intelligent à ce sujet. Par exemple, tu sais, une façon de voir les choses pourrait être, eh bien, si on ne forme pas notre propre modèle d'IA à partir de rien, alors ça ne marchera tout simplement pas. Mmh. Mais au final, eh bien, en fait, ça pourrait te mettre dans une perspective très limitée. Parce que tu sais, une partie de ce que font les entreprises hyperscalers américaines, c'est de créer des centres de données et des ordinateurs qui coûtent des dizaines de milliards de dollars à créer, tu vois. Et peut-être que ça ne marcherait pas ici. Ouais. Donc tu te dis que c'est impossible alors. Mais non, 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 c'est pas fini. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Par exemple, tu peux dire, en fait, là où l'IA a un réel impact pour la société, là où elle compte pour ton industrie, c'est dans les applications. Alors comment déployer ces applications? Comment les utiliser pour accélérer notre industrie? Comment les utiliser pour mieux interagir avec nos clients, mieux cibler notre marché? Et c'est ça qui va compter. Et d'ailleurs, il faut le faire vite. Il faut le faire tôt. On doit être les premiers à l'adopter et pas faire partie des retardataires. Tu pourrais être celui qui propose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une variété de modèles et on veillera bien sûr à ce que ces modèles soient fournis de manière égale aux citoyens français, à l'industrie française, etc., qu'ils ne soient pas simplement disponibles. Effectivement, les hyperscalers les construisent, mais ils sont déployés en conformité avec notre culture, avec nos valeurs, etc., ici. Et c'est bien sûr tout à fait faisable. Donc ça ne signifie pas que tout doit être inventé de nouveau à partir de zéro ici. C'est juste comme, par exemple, quand je crée une entreprise, quand j'ai créé Manas, je n'ai pas créé tous mes propres modèles d'IA. Mmh. Je me suis dit, oh, je pourrais utiliser celui-là, il est open source. Je peux utiliser celui-là d'une autre entreprise. C'est le même genre de choses. Mais s'ils sont américains et que nous, on est européens et qu'en face, on a quelqu'un de, disons, irrationnel, sans pointer qui que ce soit du doigt, bien sûr, qui te dit un truc du genre: «Maintenant, ça va vous coûter 50 plus cher, bah, parce que c'est comme ça et puis, c'est tout» et donc à un moment donné, tu vas forcément te dire qu'il te faut ta propre IA ici. Oui, comme on dit, il ne faut pas se faire couper l'herbe sous le pied, tu sais, il ne faut pas se laisser avoir. Et c'est absolument quelque chose que chaque pays européen devrait faire. C'est ce qu'ils devraient faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, pour aider à fournir des perspectives, des stratégies et des conseils. Et je pense que c'est vital de le faire parce qu'il est extrêmement important d'adopter l'IA le plus tôt possible. Mais c'est aussi extrêmement important de ne pas être dépendant des caprices politiques pour la continuité de ton utilisation. Mais je pense que c'est un problème qui peut être résolu. D'accord, très intéressant. Si je retourne à Reid Hoffman, si je me projette à l'époque où tu avais environ 20 ans, Mhm. je pense que beaucoup de gens dans le domaine entrepreneurial se disent: «Ouais, je comprends bien ce phénomène du vibe coding, l'IA, c'est énorme, mais pff, qu'est-ce que je devrais faire?» Je veux dire, qu'est-ce que je devrais explorer? Est-ce que tu aurais des idées de ce que tu ferais si tu en étais là, si tu avais du temps, mais pas tant d'argent, pas d'argent, Non. mais beaucoup de temps? Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, il y a des tonnes d'assistants IA disponibles gratuitement, Ouais. y compris pour la programmation. Et donc, ça fait en fait partie des conseils que je donne aux jeunes parce qu'il y a un mème qui circule et je pense qu'il y a une forme d'inégalité. Ils se disent: «Oh, peut-être que les jeunes se font pas embaucher à cause de l'intelligence artificielle». Mais c'est pas ça.
En fait, récemment, c'est surtout à cause de la pandémie. C'est la reprise après la pandémie. Et les industries qui ont su recruter sont maintenant, y compris les entreprises technologiques, en train de se rééquilibrer. C'est toujours difficile pour les jeunes, mais il faut se demander, dans un univers d'intelligence artificielle, que devrait faire un jeune? La réponse est qu'il devrait se présenter à une entreprise en disant « Je parle l'IA couramment. Je suis de la génération IA. Je sais comment l'utiliser. Je peux vous aider avec ça. » Et d'ailleurs, les entreprises sont très intéressées par ce genre de choses. Le marketing, les ventes, les opérations de l'entreprise, la finance, le juridique, le développement de produits, la prestation de services, l'IA touche à tout ça. C'est très important. Et donc, super, vous comprenez l'intelligence artificielle, comment l'intégrer efficacement. C'est le conseil que je donne aux gens. Donc, si tu te rends compte que tu as un peu de temps, ce n'est pas d'argent dont tu as besoin. Tu as besoin de connectivité. Il faut être capable de faire l'interface avec ces agents d'intelligence artificielle. Ce sont les meilleurs systèmes d'apprentissage créés dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est de, si possible, dépenser tes 25 $ sur ChatGPT ou autre et de consacrer genre 5 à 10 heures par jour pour Oui. t'en servir et vendre ton expertise. Et d'ailleurs, tu peux même le faire sans dépenser ces 25 $. Tous ces modèles d'IA sont gratuits. Et si tu manques de crédit, par exemple, ChatGPT te dit « Non, vous devez payer maintenant », passe à Copilot. Oui. Puis pareil pour Copilot, d'accord, passe à Gemini. Et tu continues, ok, on passe à Claude. Il y en a plein. Et tu peux faire tout ça avec une simple connexion Internet ou mobile. Qui est la personne la plus intelligente que tu aies rencontrée? Alors, on va dire que j'essaye d'éviter de répondre à la question, mais non, pas du tout. Je pense que je rencontre des tonnes de personnes incroyables et intelligentes. Un des grands plaisirs de ma vie, c'est que je rencontre tout le temps beaucoup de personnes qui me font découvrir et apprendre des choses. Et donc, tu sais, ce matin, quand j'ai rencontré Macron, c'était avec mes amis Eric Schmidt, Kevin Scott, James Manica, tu vois, ce sont tous des gens d'une intelligence incroyable. Ouais. Tu sais, parce qu'on essaie de se rassembler pour trouver comment fournir notre aide et quelles actions on peut prendre. Il y a par exemple mon cofondateur chez Inflexion, Mustapha Suleiman, qui travaille maintenant chez Microsoft, ou bien aussi mon cofondateur chez Manas, Siddhartha Mukherjee, qui est l'auteur du best-seller « L'empereur de toutes les maladies », qui est littéralement le livre qui, si tu dois lire un seul livre pour comprendre le cancer, c'est celui-là. Tu peux le répéter? C'est « L'empereur de toutes les maladies ». D'accord. C'est maladie aussi en anglais. Ouais. Les titres français et anglais sont très similaires, je pense. C'est un livre incroyable. Et d'ailleurs, je pense qu'il l'a mis à jour. Il me semble qu'en décembre, il reparaît avec 5 nouveaux chapitres. Très bien. Avec ce qui a été appris depuis. On ajoutera la référence dans les notes de l'émission. Parfait. Et d'ailleurs, Sid est juste un génie quand il s'agit de penser de manière latérale aux médicaments et aux produits pharmaceutiques. C'est comme ça que Manas a été créé, parce que je me suis demandé à quoi l'IA pourrait servir d'autre. Elle pourrait être utilisée pour la découverte de médicaments. Donc, je suis allé parler à Sid sans imaginer qu'on allait cofonder une entreprise. Je lui ai juste dit « Parle-moi de la découverte de médicaments et de ce processus. On pourrait utiliser l'IA. » Et il a dit « Tu sais que j'ai lancé des médicaments contre le cancer ? Non, je ne savais pas ça. » Et il a dit « Ça pourrait être un exploit incroyable. Faisons-le. » Je me disais, quand je vous ai entendu, toi et tes amis avec le président tout à l'heure, ce matin, vous êtes venus et si j'étais un journaliste français, ce que je ne suis pas, et je pense que c'est une bonne chose, mais je me demanderais, qui est-ce qui a financé ce voyage? Pourquoi est-ce qu'ils sont ici? Et aussi, quelles sont leurs propres intentions? Vous avez vos propres raisons pour venir faire ça? Eh bien, ce que je dirais, c'est que quand on me demande de collaborer, la meilleure façon de s'assurer que c'est une bonne idée, c'est d'identifier tes intentions réelles et d'être explicite et honnête et transparent à ce sujet. Donc bien sûr, tu sais, étant donné que nous, on a veillé à ce que des membres de Google et de Microsoft soient d'accord avec le projet, on a dit « Regardez, voici les objectifs des entreprises, mais nous sommes fondamentalement ici pour aider. » Tu vois, nous ne sommes pas venus en avion jusqu'ici pour faire du lobbying. Nous ne sommes pas en train d'essayer de faire changer vos réglementations ou vos lois pour le compte de cette entreprise-ci ou cette entreprise-là en faisant tout ça. On veut juste vous montrer comment nous faisons les choses. Maintenant, une partie de ce qui se passe lorsque tu fournis ce type de conseils et d'informations, c'est qu'en face, ils se disent « Oh, super, maintenant on comprend comment on pourrait être intelligent sur la façon dont on veut appliquer la réglementation. » Par exemple, l'une des choses qui nous est apparue, c'est que parce que la France a été extrêmement intelligente pendant des décennies vis-à-vis de l'énergie nucléaire, de la gestion de son réseau, ils peuvent se dire « C'est vrai, oui. En fait, on a énormément d'énergie verte. On pourrait utiliser ça à notre avantage en collaborant avec des entreprises et en obtenant des investissements en France et en obtenant, tu sais, des choses qui nous aident avec notre souveraineté numérique. Et c'est gagnant-gagnant, tu vois. Ouais, des choses qu'on pourrait faire ici et nulle part Oui. ailleurs. D'accord. Ouais, très intéressant. Donc toi et Eric Schmidt, vous êtes tous les deux des anciens de l'un de Google et toi de Microsoft.
Alors, je suis toujours au conseil. Non, non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas un membre actif du personnel. Oui, Mais tu es au conseil, oui. Et je l'ai rêvé? Ou tu as déjà été au conseil d'administration de OpenAI? j'y étais, oui. Donc il y a un peu de friction, non? Ou d'inquiétude? Les gens sont inquiets, je dirais, du moins chez LinkedIn, qui est une entreprise que tu as, créée Oui. avec cette annonce il y a quelques semaines où OpenAI a dit qu'ils allaient lancer, tu sais, une plateforme de recrutement ou un truc en lien avec le travail. Tu as entendu parler de ça? Qu'en penses-tu? Eh bien, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était pendant l'annonce, donc j'en sais autant que toi. Et donc, en fait, La plateforme d'emploi OpenAI, c'est ça. oui, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, j'étais au conseil d'administration et je suis un investisseur d'OpenAI. Je pense que c'est une entreprise incroyable, avec un excellent leadership. Je suis ami avec beaucoup d'entre eux. Mais de mon point de vue, LinkedIn, et je le dis dans le cadre de la culture de LinkedIn, nous accueillons chacun de ces merveilleux nouveaux outils qui peuvent aider les gens à trouver des emplois Mmh. et les aider à obtenir un emploi. C'est génial. Nous voulons vraiment qu'il y en ait autant que possible. Ce serait formidable. Et si, et c'est là l'une des grandes forces du capitalisme, là, la concurrence nous aide à nous améliorer, n'est-ce pas? Tout le monde chez LinkedIn a vu la même annonce. Et ils ont dit, ah, est-ce qu'on utilise l'IA de la façon la plus intelligente possible? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? C'est juste génial. Ouais. Donc je pense que, loin de créer de la tension, ça nous met surtout une sorte de pression. On se dit qu'il faut vraiment s'y prendre de la bonne manière. J'adore cet esprit. Ouais, donc il ne s'agit pas d'être en position de se faire déstabiliser, mais comment éviter de se faire déstabiliser? Oui, comment je peux faire ça encore mieux? Incroyable. C'est incroyable et c'est très profond parce que les Ouais. 2 entreprises sont tellement proches, donc c'est un peu bizarre. D'ailleurs, chez OpenAI et Microsoft, il y a tout un tas de domaines où ils Mmh. collaborent et rivalisent en même temps. Oui, c'est vrai et de toute façon, ça devra forcément être comme ça. Est-ce que tu dirais que Microsoft est bon en IA si on enlève OpenAI? Oui, ils le sont. Et pas seulement parce que Mustapha Suleiman en fait partie, mais Kevin Scott, qui est le directeur technique de Microsoft, était le principal moteur du genre de partenariat stratégique entre OpenAI et Microsoft, quand OpenAI était encore vraiment petit et que personne ne savait ce que c'était. Et d'ailleurs, c'est en partie ce qui a permis à OpenAI de devenir la puissance qu'elle est aujourd'hui. Sans ce partenariat, OpenAI ne serait pas là, ne serait pas ce puissant partenaire. Mais si on débranchait OpenAI de Microsoft? Oui, non, je comprends la question. Eh bien, d'une part, on n'en est pas, merci, on n'en est pas là, ce débranchement n'arrivera pas de sitôt. Et d'autre part, tu sais, Mustapha et Kevin ont des personnes très douées en IA qui travaillent chez Microsoft. Alors maintenant, c'est toujours une des choses qui provoque toujours un peu de tension, c'est, et je ne parle pas de tension émotionnelle ou autre, mais ça arrive chez Microsoft, ça arrive chez Google, ça arrive chez tout le monde, ça arrive chez Amazon. Il y a une telle demande intense pour la puissance de calcul. Qui a le droit de s'en servir? Est-ce que OpenAI peut l'utiliser? Est-ce que c'est le groupe de Mustapha? Est-ce que c'est peut-être, tu sais, le groupe de Scott Guthrie qui peut utiliser la puissance de calcul? Et pareil chez Google et Amazon. C'est une vraie bataille de puissance de calcul. Oui, complètement, parce que d'ailleurs, Microsoft pourrait prendre toute sa capacité de calcul et, avec ses commandes d'entreprise, l'utiliser entièrement là-dessus. Mmh. Mais bien sûr, ils doivent l'utiliser pour leur propre développement. Maintenant, pour ce qui est de la capacité technique, il y a des personnes incroyables qui travaillent chez Microsoft. Donc oui, cette capacité est là, mais il s'agit d'équilibrer cette allocation de puissance de calcul, et c'est un processus continu. Et d'ailleurs, la même chose se passe chez Google, la même chose se passe chez Amazon. C'est un des trucs que les gens ne comprennent pas. Ce qu'on dit au sujet de ce désir et de cette utilisation de cette puissance informatique, c'est que, bien sûr, rien n'est infini, mais il y a l'équivalent d'une demande infinie. Intéressant. Je pourrais passer des heures, je veux dire, à en parler, parce que on a parlé des grandes entreprises d'Europe, et d'entrepreneurs plus petits, plus jeunes. Je pourrais te poser la question pour ceux au milieu, mais ça serait plus ou moins la même réponse. Je dirais que c'est simplement d'aller beaucoup plus dans l'intelligence artificielle et essayer encore et vous comprendrez comment faire marcher votre entreprise. Revenons quelques minutes, si tu veux bien, sur la partie contenu, parce que ce que tu as essayé, je dirais que c'était sur Possible.fm. Ce que tu as fait avec ton, Read AI, c'était hilarant, je trouve. Donc je pense que c'était probablement le 1er, lancement de ce Read AI. Tu me diras où tu veux aller avec ça, mais tu lui as demandé ce qu'était, qu'est-ce que c'est? Le blitzscaling, c'est ça? Oui,
Tu lui as demandé, est-ce que tu pourrais nous expliquer le blitzscaling en une seule phrase pour une personne très intelligente? Oui. Puis pour un enfant de, c'était quoi, 12 ans? 5 ans? Oui, peut-être. Et puis de la façon dont l'humoriste, comment il s'appelait? Jerry Seinfeld. Oui, Jerry Seinfeld. Tu te souviens? Ouais. Et comme ça permet à tout le monde de comprendre. C'est incroyable. Donc tu as créé une intelligence artificielle à partir de Oui. tes livres, de tes connaissances, de tout le contenu qu'on a sur toi, sur Read. Comment peux-tu rivaliser avec Read AI? Eh bien, je dirais que, Ça t'empêche pas de dormir la nuit? oh, tu sais, en fait, une partie de l'avantage d'avoir créé ce genre de tout premier avatar numérique, qui est le premier du genre, c'est que Read AI a donné des conférences auxquelles je n'ai pas participé. Read AI a donné des interviews à des journalistes. Il pouvait leur Qui était expliquer. suffisamment bonne? Oui, elles étaient assez bonnes. Il ne peut pas tout faire, bien sûr. J'ai encore quelques avantages uniques. Et je fais des choses en partenariat avec Read AI. Et donc, si je te demandais quel pourcentage de ce que tu as à offrir peut être trouvé dans Read AI, ça serait combien? Ça serait genre 80%? Eh bien, je dirais que c'est 95% des principes de base. D'accord. D'accord? Donc si tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi quelques conseils sur l'entrepreneuriat, ou dis-moi quelque chose sur comment l'IA va aider à amplifier la créativité humaine ou la qualité de vie humaine. Ces trucs de base, il y arrivera. En fait, là où j'ai encore beaucoup de choses à offrir par rapport à mon double artificiel, c'est dans ma capacité à comprendre ce qui compte vraiment quand tu planifies stratégiquement l'avenir. Par exemple, Read AI avec ses modèles d'intelligence artificielle te dira: eh bien, vous savez, il y a une véritable préoccupation concernant la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Et il n'aura pas compris, parce qu'il aura appris ça de toutes les discussions sur lesquelles on l'a entraîné, mais il n'est pas capable de se rendre compte que, en fait, il ne fait que régurgiter les critiques, alors que les critiques ont tort. Car en fait, comprendre comment rendre les réseaux plus efficaces, comment mieux générer de l'énergie, comment rendre toute utilisation de l'électricité beaucoup plus efficace, sur tous ces fronts, l'intelligence artificielle va être massivement positive. Il ne sait pas comment être audacieux de cette manière, et c'est là que j'apporte quelque chose d'utile. En plus, il faut qu'il soit, disons, un peu correct et Ouais, probablement oui, politiquement correct, plus ou moins. oui. Et donc, quand il s'approche de ses limites, c'est toi qui sais jusqu'où Voilà, tu peux aller. oui, tout à fait. Donc c'est un excellent outil pour fournir toutes ces choses de base, mais quand tu as besoin de cette expertise supplémentaire, de cette pensée novatrice, etc., c'est encore l'un des domaines où moi et d'autres personnes nous restons utiles. Y a-t-il un monde, ou bien un jour, où le podcast entre l'IA de Matt et l'IA de Reed sera intéressant? Ou plutôt, plus qu'intéressant, carrément fantastique? Alors, la réponse est très certainement oui, et ça arrivera probablement très bientôt. Mais après, ça ne veut pas dire qu'un podcast entre nous deux ne continuera pas d'être très intéressant. Donc par exemple, on pourrait faire en sorte que nos IA fassent quelque chose en particulier. Et au fait, parmi les choses incroyables qu'elles peuvent faire, c'est de passer d'une langue à l'autre et faire tout ce genre de choses. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas également un intérêt à l'expérience humaine que nous vivons à travers ce podcast. Ça sera toujours utile pour toi et moi de le faire. Un conseil à tous ceux qui nous écoutent, que faut-il faire avant la fin de 2025? Eh bien, on a déjà parlé du fait qu'il fallait sérieusement interagir avec l'IA. Maintenant, peut-être que la prochaine étape est que ces IA sont d'excellents preneurs de rôle. Par exemple, une des choses que je fais, c'est de lui dire: aide-moi à améliorer ma façon de penser. Genre, si je pense à telle chose, quelles sont les questions que je devrais me poser? Quelles sont les choses que je devrais apprendre? Et ça vous aidera à apprendre et à vous améliorer. Et pour ce qui est de... On a compris que vous avez vos propres problèmes aux États-Unis. Comme tu le sais, on a les nôtres ici, en France. À ton avis, quel est l'état d'esprit qu'on doit adopter et quel est ton état d'esprit? Je veux dire, comment tu gères ça et comment moi je devrais gérer ça? On vit de plus en plus dans une période d'agitation, de volatilité, de chaos et de crise. Et la situation ne va que s'empirer. Tout le monde espère que ça ne pourrait pas être pire ou que le pire est derrière nous, mais ça va forcément s'empirer. Donc il faut naviguer l'incertitude. Tu peux utiliser l'IA pour t'aider. Tu peux faire appel à tes amis. Il faut se préparer à un environnement incertain. C'est toujours bien de planifier les choses en gardant l'incertitude à l'esprit. Et il faut chercher, c'est l'un des aspects positifs de l'entrepreneuriat. Quand les choses changent, où peut-on créer des choses qui mènent à des opportunités pour le bien? Que ce soit dans l'entrepreneuriat, un produit ou un service, que ce soit dans la vie, avec une opportunité ou dans la société. C'est très bien de réorganiser la bureaucratie, mais peut-être qu'elle est en train d'être organisée d'une manière très inefficace. Mais ça te donne quand même l'opportunité de dire: d'accord, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire avec ces défis pour améliorer la vie de tous? Inutile d'être anxieux. Restez conscient et persévérer. Oui, tout à fait.
Et soyez conscient que les choses seront difficiles, mais c'est aussi dans cette difficulté que des opportunités pourront se révéler à vous. D'accord. J'ai demandé la dernière fois, mais je vais te le redemander. Quel livre est-ce que tu recommanderais à tout le monde de lire? Je ne me souviens pas si c'est déjà ce que j'avais proposé, mais écoute, puisqu'on a beaucoup parlé de l'IA, je dirais Brève histoire de l'intelligence par Max Bennett. D'accord, on vérifiera ça. Et moi, du coup, je vais te recommander un livre qu'on a reçu de... Tu connais Carlos Ghosn? T'en as déjà entendu parler? C'est l'ancien PDG de Renault-Nissan. Ah oui, oui, je sais qui c'est. C'est le gars qui s'est enfui du Japon. Ouais, d'accord. D'ailleurs, je pense qu'on devrait vraiment traduire cet épisode avec nos amis d'Eleven Labs parce que c'est un chef-d'œuvre. Et le gars, en fait, il est coincé au Liban maintenant. Il peut pas, enfin, il est coincé. Mais donc, il a recommandé un excellent livre. Tu l'as quelque part, le livre qu'il a choisi. Mais donc, bon, avant que tu t'en ailles, je veux dire à tout le monde d'aller sur la chaîne de Reid Hoffman sur YouTube, si vous parlez anglais. Ou sinon, vous pouvez aller sur Oui, Riff, Reid Riffs, ce sera le nom sur Possible.fm. oui, possible.fm. On peut le trouver sur Spotify et probablement Apple Podcast partout, et Partout. sur Deezer pour les Français. Comme on dit, partout où vous préférez écouter vos podcasts. Oui. Ah, c'était Le chemin le moins fréquenté. Tu l'as déjà lu, ce livre? Ah oui, ouais, il est génial. Ouais, c'est ce que tout le monde me C'est dit. un vieux livre, excellent. Oui, c'est un vieux livre. D'ailleurs, tous ceux qui le lisent viennent me voir pour me dire « Waouh, c'est un chef-d'œuvre ». Oui. D'accord, super. On va suivre Reid Hoffman. Oui, Tu dois m'accepter sur LinkedIn. bien sûr, J'ai envie d'être accepté par Reid Hoffman. absolument. Ok. Ouais, Et puis, ouais, je veux dire, être ami avec Mark Zuckerberg, Reid Hoffman et comment il s'appelle sur Twitter. Tu sais, le fondateur de Twitter, Ah, le fondateur, c'est Jack Dorsey. Jack Dorsey. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, tu sais, pour... Oui, Jack est génial. Merci Reid pour ton temps. Et la prochaine fois que tu viens, on trouvera un moyen de se prendre une bière. On refera ça. Ouais. Allez, à plus tout le monde. Salut, merci. Et si vous êtes nouveau sur ce podcast, on a quelques excellents épisodes en anglais. On les mettra dans les notes de l'émission. Récemment, on a eu la chance d'accueillir Brian Chesky. Incroyable. Ouais, c'est vrai, c'était génial, c'était incroyable. Et beaucoup d'autres épisodes avec James Dyson et avec... je pourrais t'en donner plein d'autres, mais si vous excusez mon langage et mon accent français, alors peut-être que vous aimeriez écouter ces gars-là. À plus. Ouais, on adore l'accent français. Ouais, merci beaucoup. Salut tout le monde. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode à 2, 3, 5, 10 amis. C'est peut-être parce que vous l'avez aimé qu'il leur plaira aussi. Vous êtes, j'espère, abonnés. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, un peu partout. Et puis sur nos réseaux sociaux, on est ravis de vous retrouver toutes les semaines. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur gdy.fr/mail et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.